Salut tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 de Sit and Talk. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je suis chez Olivier Alain. Il va se présenter en quelques mots. On est ici dans son nouveau bureau de setup podcast et je le remercie infiniment de m'avoir invité à installer ce setup qui est magnifique. Merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu ? Alors, moi, je m'appelle Olivier et mon nom de famille, c'est Alain. Donc, c'est important de préciser que c'est mon nom de famille qui est Alain. Oui, c'est pas un prénom composé. Eh non, je m'appelle pas Olivier Alain, je m'appelle Olivier et mon nom de famille, c'est Alain avec 2 L. Ça, c'est vraiment important parce que tout le monde m'appelle Alain avec un seul L, donc ça me saoule un petit peu. J'ai 39 ans au moment de cette vidéo et je suis entrepreneur. Donc, j'ai pas mal de business en ligne que j'ai débuté il y a déjà pas mal d'années, en 2009. Donc on reviendra peut-être un peu plus en détail là-dessus. Bien sûr, ouais. On reviendra en détail sur ton parcours. Du coup, on peut commencer direct. Comment tu as commencé ta carrière professionnelle ? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur ? Alors quand j'étais petit, non, j'étais pas entrepreneur. Non, mais pas petit, non, mais ta carrière pro, quand tu t'es mis sur le marché du travail. Je vais reprendre un petit peu l'historique de tout ça. Ouais, bien sûr. Quand j'étais gamin, je viens d'une famille ouvrière. Ma mère, elle travaillait dans une usine. Mon père est mort l'année de ma naissance. Ma sœur, elle a 10 ans de plus que moi. Et on vit, dans le classique famille ouvrière, vas-y, continue tes études et deviens fonctionnaire. C'était un peu ça, la réussite professionnelle, en tout cas dans ma famille. Et en fait, il y a une année qui a été importante, c'était l'année de 3e. En 3e, il y a quoi ? Il y a un stage. Il y a un stage. Et moi, je suis allé à l'efficient, j'ai dit à ma mère, vas-y, vois avec l'usine où tu bosses si je peux y aller. Donc, je vais faire 5 jours là-bas. Les 3 premiers jours, c'est dans les bureaux et tout, mais ça m'intéresse pas. Et déjà, je sens que tu vois, j'ai besoin de faire un truc qui va vraiment m'intéresser, sinon ça va me saouler, tu vois. Ouais, t'as besoin de driver le truc. Et déjà, le dernier jour, je vais sur l'usine de production où bossait ma mère. Donc ma mère, elle travaillait à la chaîne. Donc ça, elle travaillait pour les autoradios Philips à l'époque. Il y a des autoradios dans les voitures à l'époque. Oui. Et tu sais, les trucs arrivent sur une chaîne comme ça. Et elle doit mettre tout le temps la même pièce. C'est pendant 8 heures. Tu vois, un truc trop pénible. Et moi, j'arrive, je vois ça. Je fais, waouh, c'est quoi ce truc de ouf ? Mais genre, je flippais. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça, dans le sens négatif ? Mais bien sûr. Tu vois ça, tu vois ta mère qui fait ça déjà depuis 20 ans. Ouais. Et tu dis, mais ça te fait comprendre plein de choses. Et tu dis, mais c'est ça le travail, etc. C'est la misère. Et là, il y a une de ses collègues qui est à côté d'elle. Et moi, j'étais un peu loin, tu sais, je me promenais un peu sur les chaînes et tout. Et elle me dit, viens voir. Et donc, j'arrive et tout, un peu penaud comme ça. Elle me dit, tu vois, si tu fais rien à l'école, l'année prochaine, tu viendras bosser à côté de nous. Et ça, genre c'est la seule issue possible, quoi. Et ça m'a fait un déclic, sachant que j'étais pas très bon à l'école, tu vois, je fais redoubler toutes mes années de collège. Okay. Je suis arrivé en 3e technologique au moment de ce stage-là. Et là, je vois, elle me dit ça, je fais waouh, c'est chaud. Et heureusement, la même année, j'ai une prof principale qui croit vraiment en moi et qui me dit non, mais toi, tu as le potentiel pour aller en seconde générale. Et elle me pousse à aller en seconde générale. Et à partir de ce moment-là, j'ai 2 certitudes. Je dis bon, il faut quand même que j'essaye de bosser un minimum à l'école parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un boulot pourri. Mais deuxièmement, je me dis ouais. J'ai pas envie de me retrouver avec un boulot pourri, mais j'ai pas envie d'être salarié. Ouais. Donc j'ai envie de faire autre chose. Mais j'ai 16 ans, je connais aucun entrepreneur et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas, tu vois. En plein doute, quoi. Je sais pas, en fait. Ouais, bien sûr. Je sais pas. Et donc, quand tu sais pas, je continue mes études, tu vois. Je fais une seconde. Toujours dans la filière générale ? Ouais, seconde générale. Donc, seconde générale, j'ai beaucoup de lacunes, parce que je te dis, j'étais pas très bon à l'école. 3e technologique, c'est un niveau de 5e, faut pas se mentir. T'avais un step d'écart avec tes autres camarades. Grave. Autant en 4e, j'étais en galère. En 3e, je tutoyais les étoiles. C'était vraiment facile, quoi. Sauf que t'arrives en seconde, t'as un gros palier. Mais en fait, comme je me dis, j'ai pas trop le choix de continuer, donc seconde, ça passe. Genre, je passe avec 10 de moyenne, tu vois, mais ça passe. Et après, je vais en première, donc après, je vais plutôt dans tout ce qui est STT, service, truc tertiaire, etc. Première, je commence à bien bosser. J'ai genre 12-13 de moyenne, donc je suis bien, j'arrive en terminale. Et à la fin de terminale, je me dis, je fais quoi ? Je vais continuer mes études. Je vais à l'IUT, en technique de commercialisation, parce que j'aimais déjà bien le commerce, tu vois. Déjà, j'avais des petites expériences, déjà à ce moment-là, j'aimais bien vendre des trucs et tout ça, je sentais que ça me plaisait bien. Je vais à l'IUT, juste à côté de chez moi, genre à 4 km, je fais mes 2 années d'IUT, et à partir de ce moment-là, je me dis, c'est pas mal le commerce. Donc je sais déjà que je vais vendre des trucs, mais je sais toujours pas quoi. Okay. Et là, je commence à vouloir me dire, je vais vraiment commencer à vouloir être entrepreneur. Mais encore une fois... Faut trouver la branche, faut trouver ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît, quoi ? Qu'est-ce qui te plaît ? Comment ça marche ? Déjà aussi, il faut te former aussi sur le business. Tu vois, après l'UT, t'es quand même bon. Franchement, c'est vraiment des bonnes études. Ça te donne des bonnes bases. Mais après, il manquait un peu de maturité. J'étais là un peu immature, je pense. Donc, je continue. Je vais en licence de gestion. C'est la fac. Donc, la fac, t'es un peu livré à toi-même. T'es livré à toi-même. Donc là, j'ai du temps.
Donc là, je deviens salarié, mais à temps partiel pour gagner un peu de maille. Donc là, je vais travailler chez Orange. Okay. Et chez Orange, j'étais en magasin. Donc c'était cool parce que je vendais des accessoires, je vendais des forfaits, je vendais des téléphones. Et ça me plaisait. Donc t'avais ce côté un petit peu commercial. Ouais, mais en fait, j'y allais vraiment à la cool. Donc je bossais 13 heures par semaine. Et je bossais le samedi et un soir par semaine. Donc de 17h à 21h, par exemple. Et je kiffais, toi. Franchement, c'était une bonne ambiance et moi, je kiffais. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, parce que j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc toi, j'ai continué en fait de la licence jusqu'à temps que je finisse mes études. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. En complément de tes études. Ouais, puis surtout qu'à l'époque, on gagnait des belles commissions, tu vois. Ouais. Ça qu'en 13 heures par semaine, moi, je gagnais 1 200 € par net. Hein. D'accord. C'était quand même pas négligeable. En plus, pour un étudiant, c'est bien, quoi. Bah, grave. J'étais chez ma mère et tout. Je gagnais de l'argent. De poche, quoi. Mais j'avais pas encore, tu vois, j'avais pas le côté investissement ou côté investir sur soi-même ou quoi. Mais j'étais quand même assez précautionneux avec l'argent. J'étais pas à flamber, mais je me faisais plaisir, mais je mettais quand même pas mal de côté. Donc, du coup, chaque année, tu vois, j'avais un pécule qui grossissait. Et dans quel but tu mettais de côté? C'est genre au cas où Bah, en fait, même maintenant, où j'ai quand même des ressources qui sont beaucoup plus importantes qu'à l'époque, j'ai quand même ce côté-là parce que j'ai appris dans ma jeunesse à faire gaffe, tu vois. À savoir ce que c'est l'argent. On n'avait pas grand-chose, tu vois. Bah ouais. On n'avait rien. Putain, ma mère, elle va regarder la vidéo, elle va me dire « Ah, t'exagères tout le temps dans les vidéos, etc. » Je fais « Non, mais... » On n'avait pas forcément grand-chose, mais surtout ma mère était très économe, tu vois. Elle dépensait pas d'argent quand il n'y avait pas besoin. Elle était pas, on n'a jamais manqué de rien, mais elle dépensait pas de l'argent inutilement. Elle était toujours très carrée là-dessus. Donc moi j'ai eu cet exemple-là. Ça t'a inculqué ces valeurs-là, de savoir bien gérer son budget. Ce qui est vraiment une valeur importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire. Ouais, que dès qu'ils ont un compte en banque qui explose, ils flambent tout du jour au lendemain et puis ils savent pas comment gérer ça, quoi. Et tu vois, ça, c'est ce qui est cool, c'est vraiment un truc, c'est qu'elle gagnait pas beaucoup d'argent, mais comme elle savait bien gérer, on a manqué de rien. Donc ça, c'était cool. Et donc j'ai gardé ça, à me dire, ok, si je gagne 1002, tu sais, j'essaie de mettre au moins 600, la moitié de côté, et je dépense 500, 600. Et si j'ai pas besoin de dépenser, je dépense pas. Et tu vois, par contre, quand je voulais me faire plaisir, si je voulais m'acheter une télé, j'allais pas rechigner à la dépense, etc. Ouais, j'étais pas très dépensier. Et même maintenant, je suis pas très dépensier. Ouais, t'achètes en fonction de tes besoins, quoi. Ouais, voilà. Et je reste pas très dépensier. Donc j'avais ce côté-là. Et après, j'ai continué mes études et je suis arrivé à la Sorbonne. Donc au final, je fais un master 2 à la Sorbonne. Et là, je le fais en alternance. Donc là, j'arrête chez Orange à ce moment-là. C'était quoi le cursus? Là, c'était marketing. Ok. Marketing, donc voilà, marketing. Un bon master, mais très généraliste et très, théorique. D'accord, ouais. Ça t'apprend pas le business comme on peut le voir ou le vivre, comme toi tu le vis tous les jours dans ta vie tous les jours, quoi. Non, mais c'est surtout que c'est là où tu vois que des fois faire des grandes études ça sert à rien. Je fais un bac plus 5 à la Sorbonne, je connaissais moins à la sortie de Sorbonne qu'à la fin de l'UT. À la fin de l'UT, c'est vraiment pratique. Ouais, parce que l'UT c'est des formations qui sont quand même sur le court terme et tu peux avoir de l'alternance aussi. Ouais. Donc ça t'apprend énormément aussi sur le monde de l'entreprise. Donc si tu vois, à la fin de l'UT, je pense que techniquement j'étais meilleur, mais j'étais moins mature. Moi j'ai fait 2 licences, donc du coup tu vois, ça m'a pris quand même 3-4 ans plus. Okay. Donc j'arrive, c'était en 2009, donc j'avais 24-25 ans, tu vois. Je finis mon master et là, donc comme je te disais, la dernière année, c'est en alternance. Et là, je suis chez SFR. Donc j'arrête chez Orange, je vais bosser chez SFR à direction commerciale, tu vois, à la Défense, etc. Et là, pareil, là je me dis, mais jamais de la vie, je vais bosser à la Défense comme ça, tu sais, avec le petit costume et tout. Ouais, laisse tomber. Je fais une année, mais franchement catastrophique. On me donne, alors que j'ai un master 2 à la Sorbonne, on me file des PowerPoint à rédiger, tout que je supporte pas, tu vois, en plus. T'étais pas du tout dans ton élément, quoi. Laisse tomber. On me dit, ouais, il faut que tu fasses des fichiers Excel. Pour les rentrées, les rentrées des magasins, enfin le truc vraiment super chiant. Ouais. Et je m'emmerde vraiment pendant un an. Après, on te donne peut-être des tafs entre guillemets de nouveaux arrivants. Un truc d'alternant, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les choses que les autres veulent pas faire en gros, entre l'école et franchement, c'était une catastrophe. Ouais. Ça m'a saoulé. Mais comme j'avais du temps, parce que franchement, je faisais pas grand-chose, je cherchais pas à faire grand-chose, parce que moi, je voulais pas être salarié. Donc, j'ai bossé sur mes projets après. Parce que je savais que, par contre, une fois que j'avais fini mes études, j'allais bombarder dans l'entrepreneuriat. Je savais toujours pas dans quoi, mais j'avais 2 pistes. J'avais vraiment 2 pistes. J'avais la piste plus service, dépannage informatique, ou la piste e-commerce, tu vois. Et je savais pas trop. Donc parce que on était dans une période où le e-commerce commençait vraiment à bien décoller aussi. Ah ouais, franchement, ça. C'était quoi, 2009-2010, ouais. Alors 2008-2009. Ouais, donc moi, j'ai créé la boîte en février 2009. J'ai fini mes études en septembre, tu vois. Okay. Donc vraiment, ouais non, mais même pas. J'ai enchaîné direct avec l'auto-entreprise et j'ai créé ma société une année plus tard, tu vois. D'accord. Et ouais non. Et en fait, au final, je pars sur le e-commerce.
comme ça, tu vois. Comme ça, coup de bluff ou Non, mais en fait, je me dis, comme j'étais chez Orange, je me rendais compte de quoi? Que les mecs, quand ils voulaient des accessoires pour surtout les iPhones qui venaient de sortir, ils devaient attendre 3 semaines, genre, pour avoir un étui à 40 balles. Ouais. Et là, je me dis, attends, 40 €, 3 semaines, il y a peut-être un truc à faire sur Internet. Et je regarde, je savais pas faire de site Internet, donc je regarde sur les places de marché. Et à l'époque, eBay, c'était grave développé, tu vois. Ouais, c'est vrai. eBay et tout ça. Je me dis, il n'y a pas tant que ça de monde, tu vois, qui vend des accessoires. Je dis, bon, bah, je vais tenter. À l'époque, c'était l'époque des les BlackBerry qui marchaient exact, grave. Ouais, de ouf. Et BlackBerry, je trouve un fournisseur et tout, je fais, on attaque avec ça. Et j'étais chez ma mère, donc on commence, je commande une première commande et tout. Les produits, ils arrivent chez ma mère, je stocke 1 carton, 2 cartons dans ma chambre. Ouais, tu t'étais fait ton petit stock et tout. Ouais, ton petit stock. Après, quand on a commencé à vendre, sur eBay, ça vendait gentiment. Tu sais, on vendait 5, 10, jusqu'à 20, 25 produits par jour, donc c'était cool. Okay. Donc les cartons s'accumulent. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'on préparait la livraison dans la salle, tu vois, dans le salon, etc. Ma mère, des fois, m'aidait, puis après, je l'allais à la poste et tout ça. Et au bout de 3-4 mois, j'ai 5-6 cartons même dans ma chambre, et j'en mets dans sa chambre et tout, puis elle commence, ça prend de la place, ouais. Elle me dit, tu me dégages des cartons et tout. Donc je fais un mois chez Shurgard. Ça, c'est les trucs de stockage, là, tu sais, les stockages temporaires. Ouais. Donc j'emmène tout chez Shurgard, mais c'est à 20 bandes de chez moi. Donc je fais l'aller-retour chaque jour. Sauf que maintenant je sais, mais à l'époque je ne savais pas, j'ai le trouble de l'attention. Donc en fait, tu fais un peu moins gaffe, tu oublies des choses, etc. Donc une fois sur deux, j'oubliais des produits. Donc je devais taper un autre aller-retour où j'y allais le lendemain. Donc perte de temps, tout ça. Ouais, okay. Et un jour, je ne sais plus trop comment, je vois une pub d'Amazon. Donc on connaissait Amazon, on a déjà commencé à vendre sur Amazon, mais en expédié par le vendeur. Et puis à un moment, ils font la pub de l'expédition par Amazon. Et là, je commence à regarder, je me dis, c'est quoi ce délire? Et en fait, je comprends que là, ça peut être la révolution pour nous. En gros, le concept, c'est super simple. C'est qu'on va vendre sur Amazon, mais on va envoyer nos produits dans leur stock, dans leurs entrepôts. Donc toi, tu n'as plus rien à gérer en physique? C'est ça. Donc on envoie dans leurs entrepôts, ils les stockent pour nous, ils activent la fiche produit, et quand il y a un client qui achète, c'est eux qui expédient et qui gèrent le SAV. Et ils se prennent une commission sur... Ils gèrent, tu as les frais de mise en service pour Amazon, tu as les frais d'envoi, mais toi, tu as oublié de les envoyer aussi. Donc, oui, bien final, sûr. Ouais, ça revient au même au final que sur que tu les achètes. Ça peut être même moins cher, ça dépend des produits, tu vois. Ok. Mais pour nous, ça revenait quasiment au même. Toi, t'es un poil plus cher parce que nous, c'était des tout petits produits, donc ça coûtait pas cher à envoyer en lettres, ce qu'on appelle en lettres suivies, tu vois. Ouais. Avec Amazon, ça coûte un peu plus cher, mais par contre, c'était une révolution parce que nous, on passait la moitié de la journée à gérer la logistique. Ouais. Et là, on gérait plus la logistique. Puis ça t'évite de mettre des cartons partout dans la maison et tout. Ah ouais, donc j'envoie tout, puis là, je prends pas de demi-mesure. Je dis, vas-y, j'envoie tout et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que ça fait 14 ans. Et le service Amazon marche toujours aussi bien, tu vois. Ouais. Donc ça marchait déjà il y a 14 ans, donc on commence à faire ça. Et puis on commence à faire des ventes avec Amazon. Je continue quand même à avoir un stock tampon pour vendre sur eBay, etc. Donc ça, c'était toujours que les coques de téléphone au départ. Alors, souvent on me demande, mais pourquoi t'as pas tout envoyé à Amazon? En fait, c'est une raison technique, c'est que quand tu envoies tout à Amazon et que tu veux envoyer ton stock, enfin ta vente, par exemple, vers un client eBay, ça coûtait le prix d'un Colissimo, donc 5 € et des poussières. Et comme nous, on vend des accessoires qui valaient 10 à 20 €, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer à 5 €. Donc on gardait quand même un stock tampon pour les autres boutiques. Donc on avait quand même un peu de logistique, mais beaucoup moins. Tu vois, on avait eBay, et puis après on a développé la Fnac, Cdiscount, Rakuten, donc Price Minister, qu'est-ce qu'on avait enfin pas mal de places de marché. Et on est resté comme ça. Et je dis 11 que j'avais un associé à l'époque. Enfin, on était tous les deux entrepreneurs, puis après on a créé notre société une année à peu près un an après, donc début 2011. On a créé notre société, puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Après, on a pris notre premier local aussi, pour stocker, etc. Donc c'est un effet boule de neige, en gros, ça allait vite. Voilà, on a rapidement fait 200 000 € à l'année, tu vois, puis après 400 000, puis après 600 000, et après c'est monté quasiment x2 tous les ans pendant 4-5 ans. Donc après, on s'est un peu professionnalisé, on a pris un local, qu'on a agrandi au fur et à mesure, on avait notre stock tampon. Prendre une équipe aussi pour gérer tout ça. Ouais, mais pas trop, parce qu'au final, comme tout était géré par Amazon et qu'Amazon prenait de plus en plus de place, on n'a jamais été plus que 4, tu vois. Donc on avait 2 personnes qui bossaient avec nous, mais on n'était pas aussi nombreux que par exemple maintenant l'activité que j'ai en formation ou là, les activités que j'ai, on est beaucoup plus nombreux parce qu'on a beaucoup plus de métiers différents, tu vois. Ouais, bien sûr, ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais la partie e-commerce, non, on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça, tu vois. On était jusqu'à 4 max, c'est tout. Donc ça va. Franchement, après quand tu as toute la logistique qui est gérée par par d'autres personnes, ça va quoi. Donc du coup, vous, concrètement, vous faisiez quoi Nous, on préparait les produits qu'on allait commander. Donc, on allait chercher ça. Après, on n'avait pas beaucoup de fournisseurs parce que c'est toujours les mêmes, tu vois. Mais on regardait les tendances, donc les tendances de marché, on créait les fiches produits. Et à l'époque, on créait jusqu'à 200 fiches produits par mois. Donc, c'était énorme, tu vois. C'était un travail de masse.
très différent de ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on fait un travail de valeur avec très peu de produits, et à l'époque, on faisait beaucoup de produits. C'est notre la tendance s'est inversée, en fait. Bah ouais, mais en fait, c'est le marché qui a fait qu'on ne pouvait plus rentrer là-dedans. Parce qu'à l'époque, quand on a lancé les téléphones, il y avait des téléphones qui sortaient tout le temps. Surtout arrivé en 2013. Avant 2013, on était sur une stratégie où il n'y avait pas tant que ça de téléphones et que des gros. Du Samsung, de l'iPhone, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus de marques et des modèles qui sortent tous les ans aussi. Donc il faut se mettre à jour en permanence. Et tu sais d'où ça vient, ça? Il y a eu un élément qui a fait que... Que ça sort tous les ans? Il y a un élément qui a fait que le nombre de téléphones ont explosé sur le marché. C'est l'arrivée de Free Mobile. Ah oui, exact. Avant Free, il y avait Orange, etc. Et d'ailleurs, on revient un petit peu au concept de l'époque. Les forfaits étaient très chers, mais les téléphones valaient rien. C'est-à-dire qu'ils étaient subventionnés. Donc, tu pouvais avoir un iPhone pour 1 €, un gros Samsung à 1 €, etc. Ouais, mais tu payes ton abonnement à 60 balles par mois. Et il était à 50, 60 €. Donc on avait très peu de téléphones. Donc nous, c'était simple, on vendait des accessoires relativement chers pour les gros téléphones. Basta. On faisait de l'achat-revente ou on faisait nos propres marques. Non, on faisait pas nos propres marques là, à l'époque. On faisait que de l'achat-revente. Donc ça veut dire qu'on trouvait des marques qui existaient déjà et on les revendait. Simple. Jusqu'en 2013. Là, je me rappelle très bien. Je pars à La Réunion pendant 15 jours en vacances et je laisse mon associé gérer ça. Je prends pas de nouvelles. Genre pendant 15 jours, je dis OK. Je reviens, je dis ça a été. Il me dit on a vendu 2 fois moins que l'année dernière. Et là, je dis mais comment ça se fait? Il me dit je sais pas trop. Je fais putain, tu pouvais pas m'appeler pour qu'on voit, tu vois, parce que 15 jours dans un domaine de la téléphonie, c'est beaucoup, tu vois. Bah ouais, puis si tu prends pas de décision directe, ça peut avoir un gros impact sur le long terme aussi, quoi. Donc là, on analyse, on se dit putain, il est arrivé de Free. En fait, avec l'arrivée de Free, le nombre de téléphones a explosé parce que ils ont pris le truc à l'inverse. Ils se sont dit, on subventionne plus les téléphones, par contre, le forfait, il est à 2 €. Ouais. Donc, au lieu d'avoir des téléphones qui valaient 600, 800 € à l'époque, qui étaient à 1 €, en fait, on avait le prix des téléphones réels. Par contre, les forfaits valaient rien. Donc, les gens, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, c'est terminé, moi, je mets plus 800 balles dans un téléphone. Tu vois, je mets des petites sommes. Donc, il y a les Wiko qui sont arrivés, il y a plein de petits trucs. Et nous, on a vu ça. Et donc là, il a fallu réagir. Donc là, il y a un élément, c'est que quand tu es entrepreneur, il faut savoir s'adapter. Ouais. Et là, très rapidement, ça nous a mis quand même quelques mois, tu vois, parce que le temps de tout changer, de trouver le concept, etc. On a bien mis une demi-année, tu vois. Donc 2013-2014, c'était un peu la merde, quoi. Et on trouve le concept de se dire, tu sais quoi, vu que c'est des petits téléphones, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des accessoires qui sont beaucoup moins chers, mais à notre marque. Okay. Et là, on commence à développer une gamme de produits, mais à un panier moyen entre 10 et 15 €. Alors qu'avant, on était à 40, tu vois, voire même 50. Ouais, donc tu touches potentiellement plus de personnes. Ouais, et là, on rentre dans une stratégie où on fait beaucoup de volume, mais il faut en vendre beaucoup, parce que sur une coque, même si tu prends 3 €, ce qui est une marge énorme, hein, tu vois. Il faut quand même beaucoup de ventes pour arriver il faut 100 ventes minimum par mois, par jour pour être pas dégueu, tu vois. Ouais. 100 ventes par jour, donc il faut quand même en envoyer des coques. Ouais, c'est clair. Donc on fait une autre stratégie, on fait beaucoup de volume. Et comme on fait beaucoup de volume, il faut qu'on ait beaucoup de téléphones, beaucoup d'accessoires, beaucoup de machins, etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à créer jusqu'à 200, 300 fiches produits par mois. Alors maintenant, ça me paraît délirant. On n'optimisait pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'on avait une trame. Et en fait, sur Excel, quand on avait un nouveau téléphone, on avait des formules qui changeaient directement les noms de téléphone dans le truc. Donc on faisait ça en masse, quoi. Okay. On s'était vraiment fait chier à faire ça, mais on avait une trame où on avait notre modèle avec les mots-clés qu'il nous fallait. Et quand il y avait un Wiko, par exemple, le Wiko Birdie qui arrivait et qui remplaçait le Wiko, je ne sais même plus comment il s'appelait, le Wiko je sais pas quoi, dans notre trame, on disait le Wiko machin, on le change par ça, et ça changeait toutes les fiches d'un coup. Ok, ouais, automatisé, quoi. Ouais. Et après, avec le fichier Excel, on le chargeait sur Amazon et hop, c'était parti. Alors il y avait des couacs, des fois, on se plantait, il fallait faire gaffe, mais tu vois, en général, on gagnait grave du temps gratuit. Mais c'était beaucoup de gestion comme ça. Et puis il y avait quand même les envois sur les autres boutiques, etc. Donc ça nous prenait quand même beaucoup de temps. Donc il n'y avait pas que Amazon, il y avait d'autres, il y avait toujours eBay, tout ça. Ouais, il y avait eBay qui prenait pas mal de ventes, il y avait la Fnac, Cdiscount. D'accord, ok. Il fallait être présent partout et gérer un petit peu le SAV aussi s'il y avait. Ouais, SAV, c'est pas trop ça. C'était eux qui géraient avec les stocks? Pas en dehors d'Amazon, c'était nous, mais on n'avait pas tant que ça de retour, franchement. D'accord, tant mieux. Ouais. Après, on a notre propre site, donc on a monté notre propre site, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. Donc on a essuyé un peu les plâtres des premières créations, tu vois. Et ça a duré jusqu'en 2018. 2018, où je me suis séparé de mon associé et on a arrêté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la progression, en fait, quand on a commencé, Amazon prenait une petite part parce que ça venait de débuter. Ouais. Chaque année, la part de vente qui était faite sur Amazon augmentait. Et devine quel est le pourcentage de ventes qu'on faisait sur Amazon lors de la dernière année avant que je vende. Pourcentage de vente sur la globale. Amazon et comparé Amazon versus, tu vois, on a notre propre site, la Fnac, Cdiscount, Rakuten, donc Price Minister, eBay, ok, versus Amazon Europe. Je parle pas États-Unis, mais Amazon Europe. Je sais pas, je dirais 70-30. 90-10. Ouais. La dernière année, on faisait 90% des ventes sur Amazon.
Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a dû cogiter un peu dans... En fait, je me suis dit, on paye, on avait un local, en plus on était en location, tu vois, on l'avait pas acheté parce que on savait pas qu'on pouvait acheter. Enfin, à l'époque, moi, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant sur bien sûr. Bah ouais, t'apprends sur le tas, en fait, quand t'es entrepreneur. Et je me dis, on peut pas acheter. En fait, je pose même pas la question, tu vois. Je me dis, bon, on loue parce qu'on loue, tu vois. C'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Donc, on a une location, on avait jusqu'à 250 mètres carrés, tu vois, donc c'était quand même assez coûteux. Après, on a diminué au fur et à mesure qu'on avait moins besoin, vu qu'on envoyait plus à Amazon. Mais on avait quand même ça, on avait les charges d'équipe et tout. Et je disais à mon associé, je suis putain, mais on paye quand même beaucoup de charges alors qu'on pourrait faire que du Amazon. Bon, le destin a fait qu'on s'est séparés, parce que pour des raisons personnelles, on s'entendait plus vraiment et on a décidé d'arrêter. Donc là, il y a eu une petite bagarre entre qui va racheter la boîte, parce que c'était un peu le bordel, tu vois, parce que moi, je voulais pas la garder, parce que j'avais d'autres projets, dont la formation, et puis j'avais envie de faire autre chose. Et lui... Dans les faits, je pense qu'il ne se sentait pas forcément capable de gérer, tu vois. Parce que c'est quand même moi qui gérais quand même principalement les trucs, tu vois. C'est moi qui crée des business. Enfin, c'était vraiment moi le moteur, quoi. Ok. Et au final, bon, on s'embrouille. C'était mon meilleur pote, hein. Donc c'est chaud, tu vois. Ah ouais. On s'embrouille et au final, il rachète. D'accord, il rachète. Il rachète à un très bon prix. Je pars avec une somme à 5 chiffres, mais c'est une boîte qui valait beaucoup plus, tu vois. Okay. Mais bref, il part avec. Moi, je prends un laps de temps où j'ai envie de faire cette transmission parce que il y a déjà 2-3 ans avant, quand j'ai fait mon premier Ironman, parce que je fais pas mal de sport et en 2016, je fais mon premier Ironman, et j'avais mes potes qui me demandaient mais comment tu fais pour t'entraîner 3-4 heures par jour, tu bosses dans quoi, qu'est-ce que tu fais, tu vois, les mecs qui me connaissent. Ouais, ça intrigue un petit peu les gens. Et les gens qui me connaissaient, mais pas mes potes, tu vois, mais plus les connaissances et tout. Mais même nos potes savaient ce qu'on faisait, mais pas forcément trop en détail. Et je leur expliquais, et puis ils me disaient, ça a l'air d'être vraiment bien. Et je voyais le potentiel, en fait, de transmission, tu vois. Puis c'est comme tout, c'est comme les gens que je forme maintenant. Si ça fait 10 ou 15 ans qu'ils font le même boulot, ils ont envie de faire autre chose. Et moi, Amazon, depuis 2009, ça fait déjà quasiment 10 ans. Ouais. J'avais fait le tour, quoi. Ouais, tu vois. c'est vrai. Et je me dis, ça peut être pas mal de transmettre. Et là, au début, je sais pas si tu as connu ça, mais tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, bien sûr. Donc, oui, c'est vrai. Dès que tu fais quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est une bonne chose de l'avoir. Bien sûr. Parce que quand tu l'as pas, c'est que, au final, tu te remets peut-être pas suffisamment en question, etc. Bah ouais. Et là, je commence à partir de 2017, tu vois, commence à regarder un peu sur Internet ce qui se passe en termes de formation et tout ça. Et là, je me dis, il y a quand même déjà pas mal de gens. Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Est-ce que je suis légitime ? Il y avait déjà des gens qui faisaient des formations à Amazon. Les premiers sont arrivés en 2016. Ok. Ouais, toi, t'es quand même arrivé pas longtemps après. Hein. On n'était pas beaucoup, mais on n'est toujours pas si nombreux que ça. Enfin, il y a plein de petits acteurs, mais en gros acteurs, on est 2-3, pas plus. Hein, tu vois, c'est pas énorme, mais c'est toujours les mêmes. Il y en a un assez gros qui est là depuis le début et il est toujours là, et moi qui suis arrivé, et on a un autre qui est pas mal, mais on est 3, on va dire, vraiment gros acteurs. Après, il y a des petits acteurs, tu sais, qui font quelques... Ouais, donc il y a quand même de la place... Ouais, après, c'est un métier qui... Bon, bref, on y reviendra après, mais la formation, c'est pas si simple que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je vois ça, et en fait, il y a un élément déclencheur. Il y avait un mec à l'époque qui était dans la formation, et il disait, ouais, je fais des centaines de milliers d'euros par mois dans la téléphonie. Et là, je me dis, mais mec, je tape son nom, je fais, mais j'ai jamais entendu parler. Et tu sais, dans tes niches, donc moi, la niche de la téléphonie, quand tu es dans les 100 meilleurs vendeurs sur Amazon, tu as des rendez-vous annuels. Donc c'est des sphères très restreintes où tout le monde se connaît un petit peu, genre les noms qui ressortent. C'est-à-dire que dans la téléphonie, devant nous, on avait. T'imagines que dans le top 100 des 100 plus gros vendeurs à l'époque, il y avait 7 ou 8 mecs qui faisaient de la téléphonie, quoi. Donc c'était énorme. Ah ouais. Jamais entendu parler de ça, et on n'était que 2 Français. Donc, et l'autre. Il y a une petite anecdote là-dessus qui est assez marrante, mais je la dirai tout à l'heure. On était que 2 Français, donc le mec, jamais entendu parler de ça. Évidemment, je me renseigne, on me dit, il n'a pas de boutique. Il n'a jamais rien vendu sur Amazon. Okay. J'écoute ses conseils, je fais, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais vraiment de la merde, tu vois. Et à ce moment-là, ça me fait un déclic, tu vois. Je me dis, si lui, il arrive à vendre des formations, alors que c'est un charlot, vas-y, mec, vas-y. Au final, le mec a disparu, d'ailleurs, parce que il s'est fait... C'était du bullshit. C'était du bullshit, il a disparu. Et du coup, je me lance un peu grâce à lui, entre guillemets, en me disant, si lui, il y arrive, franchement, je peux y aller. Ouais, en gros, t'as inversé le syndrome de l'imposteur. Ah ouais, là, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est chaud, quoi. Ouais. Surtout qu'avec ce formateur qui a disparu, il a quitté la sphère. À un moment, quand moi, je me suis lancé, ça a commencé à bien décliner pour lui, tu vois. Et en fait, il avait arnaqué des mecs que moi, j'avais pris en formation après, tu vois. Ah, okay. Et j'avais eu 3-4 gars qui m'avaient dit, ouais, je me suis fait arnaquer par ce gars-là. Et moi, tu sais, j'ai un côté très communautaire avec les Phoenix. Tu vois, les Phoenix, c'est les gens que je forme. Le mec m'appelle, il me dit, ouais, on s'est fait arnaquer 2000 balles de format de coaching, le mec, machin.
Moi, je cherche pas, hein. Je prends mon téléphone, je vois son nom je trouve son numéro, je l'appelle direct. Ouais. Je l'appelle et je dis, mec, voilà, je me présente, il savait qui j'étais. Je fais, t'as tel mec qui sont dans ta formation. Enfin, tu as proposé du coaching, t'as pas fait de coaching, tu leur dois 2000 balles. Je te laisse 48 heures pour te rembourser, pour les rembourser, sinon je balance tous les doses que j'ai sur toi, tu vois. Gros chantage, gros coup de pression, il rembourse tout le monde, tu vois. Ok, Donc, ça aurait pu pas marcher du tout. Hein. Ouais, mais sinon, moi, j'avais une vidéo pour lui, tu vois. Franchement, j'avais une vidéo pour lui parce que là, c'était abusé, tu vois. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a tout sur Internet. Mais lui, c'était vraiment abusif, quoi. Vraiment abusif. Et moi, j'avais les doses, vraiment les doses, tu vois. Je savais qu'il y avait que du bluff. Tu connaissais les personnes avec qui... Donc, au final, il rembourse tout le monde, il disparaît quasiment dans la foulée. Il dit, il laisse tomber, tu vois. Ok, genre baisse la tête et je m'en vais. Et du coup, il disparaît. Mais bon, voilà, après, c'est juste que le mec, là, c'était vraiment abusif, quoi. Il a voulu tester, ça n'a pas marché pour lui. Ouais, et puis même, en fait, tu sais... tu te mets à la place de mecs que tu formes, tu vois. Le gars, ils partent pas forcément avec de gros budgets. Ils perdent 2000 balles. C'est pas parce qu'ils ont eu un mauvais coaching. Il n'y a pas eu de coaching, tu vois. C'est une pure arnaque. Le mec, en fait, il décalait tout le temps les rendez-vous. Il prenait les pognon. Pour beaucoup, 2000 balles, c'est quand même Mais c'est énorme, tu vois. C'est énorme à sortir. Et là, je me dis, vas-y, mec, je vais tenter. Ça se trouve, ça va pas marcher, mais je vais tenter, tu vois. Je tente et ça marche. Donc là, c'est cool. J'ai encore des membres qui sont là, qui, des fois, le dernier événement, j'en ai un 3 ans plus tard qui m'avait remercié pour ça. Il m'avait ramené une bouteille de champagne et un polo, je me rappelle... Je crois que c'était un Ralph Lauren ou un truc comme ça, ou un Lacoste, je sais plus, pour me dire merci pour cette histoire-là d'il y a 3 ans, etc. Tu vois. Okay. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est vraiment cool de se dire j'ai au moins pu les aider parce que ça, c'est vraiment abusif, quoi. Bref, cet élément-là fait que je me dis, vas-y, je me lance dans la formation. Je commence tout seul avec ma bite et mon couteau, tu vois. Mais il faut imaginer que la formation et le e-commerce, c'est pas du tout le même métier. Comment tu arrives à shifter ça, justement? Et là, je me dis, bon, je connais l'e-commerce, mais je connais rien en formation. Donc là, je vais aller dans tous les séminaires, tous les masterminds que je peux, pour me former. Donc là, je vais dans des séminaires entrepreneurs sur Internet, chose que j'avais jamais fait. D'ailleurs, qui est une très grosse erreur. Pendant 10 ans, jamais j'avais fait un truc d'entrepreneur. J'étais resté avec mon associé dans mon coin. Et ça, en pensant que ce que tu faisais, c'était la meilleure voie et tout. Très grosse erreur parce que on a perdu énormément de temps, énormément de trucs. Même ça, c'est un conseil que tu donnerais à des entrepreneurs. Bien sûr, franchement. Parce que les gens, mais même moi à l'époque, je voyais ça comme une dépense. Je vais pas aller dans un événement pour dépenser de l'argent. Mais en fait, le truc, c'est que un seul conseil dans un événement comme ça... Ça peut avoir une valeur ajoutée qui peut changer ta carrière. De ouf. Donc en fait, maintenant, j'ai fait ça. Donc je suis allé dans des séminaires, dans des masterminds, dans des trucs comme ça. Et j'ai appris avec les gars qui faisaient déjà des formations. Puis tu apprends de la vision des autres, comment chacun fonctionne. Toi, tu n'as pas forcément la meilleure méthode qui va marcher. D'autres en ont aussi dont tu peux t'inspirer, qui ne sont pas forcément issus de ton milieu aussi. Il y a du bon à prendre de tous les sens. Hein. C'est ça. Et surtout que c'est un autre métier. Moi, je connais rien. Tu vois, les tunnels de vente, je connaissais, mais pas pour les formations. Tu vois. Gérer les pubs, c'est ultra complexe la formation. C'est beaucoup plus complexe que l'e-commerce. L'e-commerce, honnêtement, je trouve que c'est plus facile, tu vois. Donc du coup, en fait, tu as commencé à switcher vers la formation. Comment tu as développé ton carnet d'adresses? Parce que du coup, il faut arriver à les vendre, ces formations-là, dès le départ. YouTube, principalement. YouTube, vidéo, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Des formations que j'aurais pu vendre, que je faisais en direct ou sur YouTube. Tu mettais ça gratuitement sur YouTube. Des gros contenus avec vraiment des trucs très précis, etc. Tu vois. Vraiment très concentré Amazon. Donc Amazon. On a fait ça pendant pas mal d'années, tu vois. On continue d'ailleurs. Et on reparlera peut-être un peu de YouTube parce qu'il y a eu des moins bonnes périodes aussi. Oui. mais voilà, les périodes vraiment de développement, ça a été ça. Ça veut dire vraiment devenir l'expert Amazon, tu vois. Amazon. Donc ça fait ça, on commence à faire ça et le premier soir où j'ai vendu, tu veux que je te raconte comment j'ai vendu les premières formations? Vas-y. Parce que ça va donner franchement de la puissance à tous les mecs parce que comme quoi des fois faut pas se faire trop chier. Je savais même pas faire des pubs et tout. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais créé la chaîne YouTube, j'avais créé un groupe Facebook. Donc on était peut-être 600, tu vois. 600 dans un groupe Facebook, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Et là, je dis, ce soir, on va faire un live et je vous présenterai le nouveau programme que j'ai créé. Donc, je sais pas, j'ai mis 3-4 mois avant de le créer, le programme, tu vois. Donc, j'avais déjà peut-être 700 abonnés sur YouTube et 500 mecs dans un groupe Facebook. Pas plus, tu vois. Et je vais faire un live. J'ai fait une page de vente que j'avais fait tout seul, elle était dégueulasse. Mais bon, j'avais fait un truc. Moi, j'avais fait un truc. Le programme était à 400 balles. Okay. Programme très bien. Franchement, j'avais un monteur parce que ça, je suis nul en montage. Donc, j'avais un monteur. Et derrière, on a fait ça. Je fais le live. Donc, on est quoi? On est 60, tu vois, là, 50-60. Je leur explique ça et je leur explique le programme. Et je fais, donc c'était sur 48 heures l'offre, et là je fais 9 000 € de chiffre d'affaires. Et pour moi, je me dis... En 48 heures? Ouais, en 48 heures, je fais 9 000 € avec aussi peu de gens. Toi, on prend ma 400 balles. Donc une formation à 400 balles, ça te fait 25 ventes quasiment. Okay. 23 ou 25 ventes, tu vois.
Et je fais 25 ventes, on était même pas 100 cumulés, tu vois. Okay. Et là, je dis, waouh, c'est ouf. Là, je me dis, là, tu vois le plein potentiel. T'as 25 membres alors que t'as 700 mecs sur YouTube, tu vois. C'est dingue. Alors que la formation, t'avais donné tout ce que tu savais. Ouais, le problème, c'était une boucherie. Après, en plus, je leur avais dit, c'est la première, donc elle a 400 balles. Vous me dites tout ce que vous voulez rajouter et je fais une mise à jour. Genre 2 mois plus tard, le programme, il double en termes de volume, tu vois. Parce que moi, j'avais fait ce que je pensais, mais quand tu fais ça depuis 10 ans et que c'est ta première formation, il y a plein de détails que tu vas pas expliquer Forcément. parce que pour toi, c'est simple, tu vois. Mais j'avais dit, voilà, vous me faites un retour pendant 2 mois. Et comme j'étais très proche d'eux, parce qu'on n'était pas nombreux, tu vois, donc tous les jours, donc je prenais tout le listing de ce qu'ils faisaient et je refaisais. Et en 2 jours, en l'espace de 2 mois, ils sont passés d'un programme qui faisait peut-être 7 heures à un programme qui faisait 15 heures, tu vois. Tout. T'es obligé de changer ton tarif aussi après. Je reste comme ça pour l'instant. Donc évidemment, la mise à jour gratuite, évidemment. Pour tous les membres, Puis de fil en aiguille, tu vois, ça commence à vendre un petit peu, etc. Là, je rencontre un mec qui a une agence marketing. Et puis là, on se dit, il faut quand même que je me professionnalise un petit peu. Et je passe avec son agence pendant quasiment 5 ans, au final, où on développe les tunnels, les pubs, etc. Et là, on commence à mettre pas mal de budget pub. Mais j'attends, et là, c'est encore une deuxième erreur, sur YouTube, j'attends de me dire, je veux les premiers 1000 abonnés sans pub. C'est à la force des bras, tu vois. Erreur. Je mets 1 an avant d'avoir 1000 abonnés, ok ? On commence à mettre la pub, on commence à faire des confs. Je passe de 1000 abonnés à 30 000 abonnés en 4 mois. Et là, je me dis, je suis vraiment un blaireau de ne pas avoir mis de la pub. Parce que tu as voulu la jouer en mode ego. Tu vois, genre, non, les 1000 premiers, c'est moi qui les ai récupérés. Et je me rappelle, quand tous les jours, je regardais le nombre d'abonnés, j'en ai pris 2. Ah putain, mais pourquoi il est parti ? Je gueulais, je fais, putain, mais il est parti. Limite, tu lui envoies un DM, reviens. Je fais, putain, mais il était parti où, mec ? Reste là et tout. Et franchement, j'ai les 1000 premiers. Et après, genre, début 2019, je passe de 1000 à 30 000 et tout. Là, ça commence à pas mal abonner. On passe rapidement à 500 abonnés, 500 membres, 700 membres, 1000 membres et tout. Et là, ça progresse bien jusqu'à cette année. Jusqu'à 2023, on a une très grosse progression. On fait vraiment des milliers de membres qui nous rejoignent, etc. Donc, on passe vraiment numéro 1, même si il faut savoir que quand tu dis numéro 1, il faut pouvoir le prouver. Mais là, quand tu regardes le nombre de personnes qu'on a sur YouTube, le nombre de personnes en formation, il y a des fortes chances, je parle au conditionnel, il y a eu de conversion, mais il y a des fortes chances qu'on soit premier, en tout cas dans la francophonie, sur mon domaine, tu vois. D'accord. Et voire même au niveau mondial, je pense pas qu'il y en ait autant qui est fait sur une niche aussi restreinte que la mienne. C'est très ciblé, c'est très vrai. Ciblé. Et on fait ça, tu vois, jusqu'à maintenant, où on continue. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que moi, j'aime bien être un peu touche à tout. Ça veut dire que la vente sur Amazon pendant 10 ans, la formation, et au bout de 4-5 ans de formation, je me dis, j'ai envie de faire un peu autre chose aussi. Et là, je commence à me dire, il y a les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Et on commence à créer des services complémentaires. Et c'est là où ça devient intéressant. Et ça où, tu vois, les personnes qui vont entendre ce podcast vont se dire, ah putain, il faut réfléchir un peu comme ça, moi je trouve. C'est-à-dire que quand tu as une niche, tu te dis, ok, je vais essayer de créer des boîtes ou créer des services complémentaires. Donc je commence évidemment par le coaching. C'est-à-dire que là, il y a la formation, maintenant on fait du coaching. Coaching, d'accompagnement, etc. Je vais te dire, c'est assez logique. Après, on s'est dit, il y en a qui ont des problèmes de blocage de compte. Ah oui, ok. Donc comment on peut débloquer les comptes Amazon ? Donc en gros, tout ce qui est lié à toutes les problématiques que tu peux rencontrer. Donc là, blocage, 2019, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Surtout à l'époque, Amazon, ils ont pété un câble à un moment, ils ont commencé à bloquer tout le monde et tout ça. On s'est dit, comment on va faire ? Je commence à créer un service de déblocage. Ça, on l'arrête assez rapidement parce que c'était vraiment casse-couille. C'est service, c'est du SAV. Et on a eu un problème. Puis c'est au cas par cas peut-être. Alors, déjà, c'est au cas par cas, mais nous, on se débrouillait bien. On avait vraiment des bateaux, sachant qu'on avait une garantie. Si on n'arrivait pas à les débloquer en X mois, on les remboursait. Donc, ils avaient vraiment 0 risque. Et en fait, on a eu un souci, c'est que c'est pas mes membres. Moi, mes membres, là, quand ça arrivait qu'ils se débloquaient, ils prenaient le service, pas de souci. Sauf qu'on récupérait les membres de mes concurrents. Et sauf que là, c'est pas du tout la même enseigne, parce que les mecs, ils voulaient qu'on les débloque en 1 heure ou une journée, et les mecs nous insultaient. C'était... Et au bout d'un moment, j'ai dit, les mecs, moi, je fais ça... Je fais ça, c'est vraiment de la création de valeur, mais vous êtes formé avec quelqu'un d'autre, démerdez-vous, tu vois, au bout d'un moment. C'est vrai. Et là, comme je suis un petit peu sanguin, je leur ai dit, tu sais quoi, cassez-vous, j'arrête. J'arrête et je leur ai dit, démerdez-vous. Moi, si ça t'apporte plus d'ennui qu'autre chose. Mais tu vois, encore une fois, avec le recul, j'aurais dû fermer juste avec mes membres, tu vois. Genre, laisser dans le sphère privé. Voilà. Ceux qui ont déjà adhéré à la formation principale, ils ont accès à ça en bonus. J'aurais peut-être dû faire ça, tu vois. Mais là, sanguin, ça me saoulait. Les mecs, on se faisait insulter alors qu'on les aidait. Et tout ça parce qu'ils venaient d'une autre formation. Les mecs, ça n'a rien à voir. C'est d'autant plus rageant en plus. Ouais, parce que c'est dans ces cas-là, démerde-toi avec ton formateur, tu vois. Ouais, c'est ça. Bref.
Donc on arrête ce service-là, puis on commence à créer d'autres trucs. Donc on crée un service logistique où en fait on va stocker les produits pour nos membres. C'est-à-dire que quand tu reçois des produits d'un fournisseur en Chine par exemple, tu reçois 2000 pièces, tu peux envoyer les 2000 sur Amazon ou tu peux stocker en tampon. Pour pas envoyer les 2000 à Amazon, pour garder un peu de marge de manœuvre. Parce que des fois, tu peux aussi vendre sur eBay, etc. Puis tu veux pas forcément tout envoyer à Amazon. Et donc, on crée H2M Logistique, donc une boîte qui nous permet de stocker les produits. Donc ça, c'est la première boîte, on va dire, externe à la formation qu'on crée. Après, on se dit, bon, il y en a qui galèrent avec la pub, on va créer une agence de pub. Donc là, on a créé Skyvision, qui est notre agence de pub. Et toi, j'essaye de créer des écosystèmes complets comme ça. Ouais, qui fait que, en fait, quelqu'un qui adhère à votre programme... et en complément tout ce qui va à côté en fait. Okay. Après c'est dur de tout faire parce bien sûr. Tu vois par exemple l'import, il n'y a pas les moyens de faire ça donc on prend des partenaires tu vois. Oui c'est clair. Mais on essaie tous les services qu'on peut maîtriser et qu'on sait faire parce que c'est bien beau de faire des services mais il faut faire des trucs qu'on maîtrise, on le fait. Donc toi on essaie de se créer un petit écosystème complet quoi. Ok, trop bien. Et donc du coup, t'es passé d'une équipe de, tu m'avais dit, combien de personnes au départ alors, déjà pour la formation, t'étais tout seul, c'est ça? Ouais. J'ai un monteur qui est venu direct. Par contre, parce que alors ça, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête avec le montage. Ça, je savais que ça serait une catastrophe, donc j'ai fait une annonce sur le Bon Coin. Ok. À l'arrache. Ah ouais, carrément. Annonce sur le Bon Coin, je cherche un monteur. J'ai eu pas beaucoup de demandes, enfin pas beaucoup de propositions. Ok. J'ai eu un gars, et franchement, on est resté bosser ensemble 2-3 ans, tu vois. Okay. C'était cool quoi. Donc on a fait ça. Puis après j'ai eu l'agence de pub. Donc du coup on déléguait toute la partie tunnel, pub, etc. Puis après quand ça a commencé à prendre vraiment de l'ampleur, on a pris une personne qui faisait la modération des réseaux. Ouais. Puis après on a pris au fur et à mesure des personnes supplémentaires. Ok. Donc là avec toutes les boîtes vous êtes à peu près à combien? Je sais pas, on a une trentaine à peu près. Ok. Bien. On a une trentaine. Donc après, c'est la partie formation qui nous prend le plus de ressources, clairement. Ouais. C'est ce qui rapporte le plus aussi. Ouais. C'est là où on met le plus de focus aussi. Hein, c'est le business numéro 1. Ouais. Cette année, c'est les investissements. C'est le cap. Je gagne plus d'argent avec les investissements qu'avec les business maintenant. Mais ça, c'est un autre délire. Mais sinon, c'est là où on gagne le plus, mais c'est là où on bosse le plus aussi. Vous avez formé combien de personnes? Là, on est quasiment à 10 000. Au moment où on fait là, on est à 9 700. Donc il nous manque 300 personnes et on fait le cap des 10 000. Là. On espère bientôt. Hein. Là, ça sera. Là, on est début décembre, on fait le podcast, donc je pense que début janvier, je pense. Dans un mois, Ouais. T'as une traçabilité comme ça d'à peu près 300 par mois. Ouais, 300 c'est beaucoup. Après, ça dépend. Tu vois, il y a des formations qui sont à tous les prix, donc ça dépend. Ouais, bien des sûr. offres. Ouais, des offres et tout. Là, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'offres, donc je pense que ça sera peut-être plutôt fin janvier, début février, mais ça va arriver vite. En tout cas, en 2024, ça c'est sûr. Ouais, carrément. J'ai vu d'à côté de moi, là, je sais pas si on le voit à la caméra, que tu as écrit un bouquin. Ouais. En 2020. De quoi il parle ce bouquin? Alors c'est un bouquin dev perso puisque je raconte mon parcours, donc ce qu'on a expliqué un petit peu dans le podcast. Un petit peu développé, ouais. Et donc c'est beaucoup mon parcours, beaucoup plus développé. Et à la fin, il y a les conseils et les étapes pour se lancer sur Amazon. D'accord. Donc un peu ce que tu dis aussi dans la formation. Ouais, en condensé évidemment parce que bien sûr. C'est un livre, mais sinon ça reste. Parce qu'on souvent on me dit est-ce que c'est un livre de formation? Non, c'est un livre de dev perso, c'est une autobiographie. Donc c'est centré sur toi, ouais. Dev perso, voilà, avec les différentes étapes et tout. Donc c'est vraiment là-dessus. Et à la fin, on a rajouté des étapes pour ceux qui veulent commencer à découvrir la vente sur Amazon. Okay. Mais ça reste quand même un livre de dev perso avant tout. D'accord. On peut le trouver où? Sur Amazon? Sur Amazon. Sur Amazon. Il est que sur Amazon en plus. Ok. Et ouais, t'as écrit ça quand t'as lancé tes formations? Non, après. Après en 2020, ça faisait déjà 2 ans à peu près. Ok. Ouais, c'est ça qui t'a donné envie d'écrire le bouquin Pas du tout. Alors moi, je voulais pas écrire de bouquin. Okay. C'est dans un séminaire en 2019. Je fais une intervention donc devant 3000 personnes, tu vois, le truc un peu balèze, etc. Ça, d'ailleurs, ça a été game changer, ça. Je suis intervenant dans un gros séminaire où il y a 3000 personnes. Je fais mon speech et j'ai un truc assez one-man show, assez... ça change un peu des présentations. Moi, j'ai pas de slide. À l'époque, j'en avais, maintenant, j'ai plus de slide. Ça fait vraiment stand-up, tu vois. Ouais. Et les gens, ils kiffent. Vraiment, les gens, ils kiffent. Ça, c'est authentique. Ouais, et puis là, c'était vraiment, tu vois, je suis allé vraiment comme je suis en vrai, tu vois. Je faisais des vannes, je prenais les gens comme ça. Enfin, voilà, vraiment stand-up, tu vois. Okay. Les gens, ils kiffent. Et j'avais juste un QR code comme ça à l'arrière en disant, voilà, il y a une conférence le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Et dans la conf, donc on était 3000, on a 700 personnes qui viennent, déjà bien. Ouais. Et ce jour-là, on fait 300 ventes. C'est mon record. 300 ventes. Dans la journée? Dans la soirée. Ouf. 300 ventes avec l'offre du lendemain, donc sur 48 heures. Ça veut dire que déjà, les 700 personnes qui sont revenues étaient déjà intéressées? Mais de ouf.
Jamais vu ça. Jamais vu ça. J'en ai jamais battu ce record-là sur une soirée. On a fait 300 nouveaux membres en une soirée. C'est énorme. Un programme à 1 000 €, donc on fait 300 000 € de chiffre d'affaires en une soirée et demie, parce qu'en gros, tu as le lendemain derrière. Ouais. Et les gens complètement ouf. Les gens. Même toi, t'as dû halluciner quand même. En fait, dès le début, j'arrive et les membres m'avaient vu, tu vois, les personnes m'avaient vu et tout, donc ça change la vie. Tu vois, c'est pour ça que quand tu vas dans des événements, c'est pas pareil. Et ils me disaient non, mais vas-y, ferme-la, envoie le programme direct, tu vois. Et moi, je disais non, je fais mon speech normal pendant 1h30, tu vois. Ils n'étaient pas intéressés par ça, ils voulaient le programme. Ils voulaient le programme direct. Okay. Je dis non, mais tu sais, moi, je dis vous voulez, vous restez, moi, je fais mon speech normal, tu vois. Et 300, un truc de fou. Wow. Un truc de ouf. Et là, ouais, on n'a jamais fait ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et tout ça parce que j'ai essayé de faire un truc vraiment, tu vois, sur scène et tout, vraiment bien, quoi. Carrément. Et du coup, les formations, t'as repris le même socle que ce que tu avais au départ, ou ça a évolué vraiment au fur et à mesure Parce que j'imagine que le business Amazon a dû évoluer aussi. Toi, tu dois t'adapter à ça. Ouais. Vu que tu n'es plus maintenant vendeur Amazon, mais tu formes des gens qui vendent sur Amazon. On continue à vendre, par contre. Ah, vous continuez quand même bah, c'est obligatoire. Ça, c'est pour rester au goût du jour. Quoi. Bah, t'es obligé. Ouais, t'es obligé. On fait. Du coup, tu as quand même toujours des produits. On a 2 ou 3 sociétés. On a 3 sociétés où on vend les produits, nous. D'accord. Okay. On a plein de niches différentes. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça parce que c'est vrai que ça faisait déjà 10 ans que j'en ai sur Amazon. Mais en fait, c'est un côté que tu as quand même toujours gardé. Ouais, en fait, j'ai hésité parce qu'en 2018, je me suis dit, bon, ça fait 10 ans que je le fais, je vais arrêter. Et en fait, le moment où j'ai lancé la formation, pendant 6 mois, j'ai arrêté de vendre sur Amazon parce que je pouvais pas tout faire, tu vois. J'étais tout seul et tout. Donc, je me suis focalisé sur les vidéos, sur la formation. Et à un bout d'un moment, je me dis, je commence à regarder un peu, j'ai l'impression d'être has-been. Au bout de 6 mois, ça évolue. Donc, tu dois rester à jour, en fait. Je dis, what the fuck, je suis plus dans le coup, quoi. Donc là, je dis, il faut que je relance. Ouais. Donc, je relance une première boutique, une première niche. Surtout qu'en tant que formateur, tu dois rester au top du truc, quoi. Ça, ça dépend de ton éthique, parce que tu as beaucoup de formateurs, ça fait longtemps qu'ils se contentent du minimum et puis ils prennent. Mais comme nous, en fait, le truc, il y a un truc très important, c'est que nos formations, elles sont basées sur des véritables études de cas, des vrais trucs. Parce que tu as des formations où techniquement tu peux ne rien montrer. Tu montres la théorie, mais jamais de pratique. Okay. Ou tu prends les études de cas d'autres personnes. Nous, on crée des trucs. D'accord. Par exemple, dans la formation Amazon, on a créé notre boutique, on a tout filmé de A à Z, et quand on lance un produit, donc là, on a pris un produit phare, on a tout montré, tu vois. Donc en fait, les gens, ils voient un véritable exemple. Concret, quoi. C'est un véritable exemple. Okay. Là, on lance un programme sur l'affiliation. On a créé un nouveau site, un site d'affiliation, et on montre tout. Donc ça prend un sacré temps, tu vois, parce que c'est un vrai truc qu'après on doit gérer, etc., etc. Donc effectivement, on a relancé ça. Pendant 2-3 ans, 2018, 2019, 2020, pendant 2 grosses années, j'ai une boutique où je lance pas forcément beaucoup de produits, une dizaine, mais j'essaie vraiment de les bien travailler avec une nouvelle méthodologie que j'ai appris déjà depuis 3-4 ans et tout ça. Donc t'affines un peu plus. Je suis plus comme un testeur, tu vois. Je teste des trucs, etc. Je suis plus comme un, tu vois, bidouille et tout. Je teste des trucs, etc. Pour les formations. Donc j'ai une dizaine de produits et on fait ça. Après tu vois si ça marche pas. Si ça marche, tu le gardes pour tes formations. C'est ça. Et je les garde pour moi, etc. Puis après, à partir de 2021, on se dit, on va quand même relancer nos propres marques, etc. Donc là, on lance des compléments alimentaires. On lance des produits dans les sextoys, parce que j'ai aussi fait des sextoys en parallèle de la téléphonie. Puis après, on se dit, on va aller dans les trucs un peu santé. Puis après, on va faire ci, après, on fait un peu d'achat-revente, et après, ci et ça. Donc, on redéveloppe des marques complémentaires depuis 2 grosses années, bientôt 3 ans, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui font, par des formations Amazon, qui lancent leur business en ligne, pardon. Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur et lancer son business comme ça du jour au lendemain ? Putain, cette question, je m'y attendais vraiment pas. What the fuck ? Attends, laisse-moi réfléchir, parce que c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Non. Voilà. Démerde-toi avec ça. Ok, abonnez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur parce que ça demande des qualités intrinsèques que tout le monde n'a pas ou ne veut pas développer. Est-ce que tout le monde peut avoir ces qualités ? Je ne sais pas, mais tout le monde ne fera pas les efforts pour les développer. Est-ce que ça... Ouais, voilà, c'est justement ça ma question aussi. Est-ce que ça peut se développer ? Ça peut se développer, mais je pense qu'en dehors de ça, il y a des gens qui ne voudront pas aller là-dedans parce que c'est trop loin. C'est pas dans leur nature aussi. Pas dans leur nature. Il y a des gens qui sont très bien salariés et qui ne veulent pas du tout, tu vois, prendre de risques. Après, toi, t'avais peut-être déjà cette fibre en toi où, comme tu disais, t'avais fait ton stage de 3e à 14 ans où t'avais déjà vu ce côté-là du travail qui t'avait pas plu du tout. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est né inconsciemment dans ta tête et que t'as voulu développer plus tard dans ta vie professionnelle. Après, je pense qu'il y a les gens qui ont des troubles HPE, donc les hauts potentiels émotionnels, hauts potentiels intellectuels, Asperger, troubles de l'attention. Et tous ceux qui ne se retrouvent pas dans le moule de l'école, ils ont tendance à devenir entrepreneurs. Ouais. Parce que le moule du salariat, ça. Il y a des gens qui n'ont pas ces troubles-là et qui sont. Bien sûr.
Bien sûr, mais... finissent très bien entrepreneurs aussi. En proportion, nous on le voit, hein, en proportion dans les entrepreneurs, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des petites spécificités, tu vois. Maintenant, évidemment, il y en a qui ont pas tout ça, mais qui ont cette fibre. Et en fait, il faut savoir que être entrepreneur, c'est quelque chose, pour moi, qu'on a ou qu'on n'a pas. Maintenant, nous, on forme beaucoup de salariés qui ont 35, 40 ans, qui ont fait 15 ans de salariat. Et ils ont fait du salariat, mais au fond d'eux, ils savaient que c'était pas tout à fait ce qu'il leur fallait, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, arrivé à 40 ans, la crise de la quarantaine, ils se disent, ouais, j'ai envie d'un nouveau challenge. On se pose des questions existentielles sur ce qu'on est, sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on veut. Et nous, tu vois, la majorité des Phoenix, c'est ça. Okay. Hommes et femmes, 35, 40 ans, qui commencent ils ont des gamins, ils les voient pas, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont fait le tour du salariat et ils se disent, ouais, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça, c'est vraiment, c'est 90% des membres. D'accord. C'est vraiment ça, tu vois. Et t'en as qui font aussi des membres qui ont un job quand même à plein temps et qui font ça en side. Ouais. Bah, la plupart commencent comme ça. Parce que c'est la méthodologie. Parce que c'est quand même risqué aussi pour eux de tout mettre. Bien sûr. La méthodologie, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui ont 35-40 ans, le risque pour eux, il est beaucoup plus élevé que quand moi je me suis lancé à 23 24 bien sûr, ans. C'est clair. En plus, comme tu dis, s'il y a des gamins, c'est une responsabilité. Tu vas pas quitter ton taf. Si tu te foires, c'est risqué de ouf. Tu quittes pas ton taf. Maintenant, c'est les sacrifices qu'il faut faire. Parce que c'est-à-dire que pendant une année, ça va être les deux à gérer en même temps, tu vois. Donc, parce que nous, l'idée, c'est qu'au bout de 12 mois, ils peuvent quitter leur taf. Mais pendant 12 mois, ça veut dire qu'il va falloir faire des sacrifices. Ouais. Déjà, tout le monde, même si tu as les qualités, si tu n'es pas prêt à prendre ce sacrifice, c'est que tu n'es pas suffisamment dans la merde. C'est qu'au final, ton confort, il est pas mal. Ouais. Tu vois. Et moi, je leur dis, je suis pas magicien. Ça veut dire qu'il y a des trucs à faire. Ça va te bosser. Ça va te bosser. Ouais, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est que... Toi, tu leur apportes toutes les clés, mais après, c'est à eux de faire tout le reste. Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, on a fait un gros sondage il y a pas longtemps. Et la journée type, elle est assez marrante. Tu sais, tu pourrais croire comme ça que les gens ils disent non, moi je veux un truc automatique où je fais rien, je vais à la plage et tout. Et pas du tout. En tout cas, chez nous, c'est pas comme ça. C'est que le matin, ils disent ouais, je veux pouvoir aller déposer mes enfants à l'école, faire du sport, ensuite bosser genre de 10h à midi, bosser de 13h à 15-16h, après aller chercher mes gamins, après faire les trucs à la maison avec les gamins et passer une soirée tranquille. S'il y a du taf, retaffer à 21h. Ouais. Et en fait, tu vois, mais vraiment, genre, c'est abusé. C'est ça ta définition de la liberté ? Bah, alors, il y a deux questions, mais juste toi, là-dessus, vas-y. c'est que la plupart des gens, c'était ça. C'était bosser 4 heures par jour. Pour eux, ça, c'est la vie parfaite, c'est bosser 4 heures par jour et avoir du temps pour faire du sport, s'occuper de leur passion, s'occuper de leurs gamins, enfin faire de leur passion, s'occuper de leurs gamins et avoir du temps pour derrière, le business tourne un petit peu si on bosse 2 heures. Quoi. Mais bosser, pas automatique, pas genre, tu vois, sûr. le truc de Dubaï, t'imagines, devenir millionnaire. Ils veulent pas devenir riches, ils veulent gagner bien leur vie, mieux que maintenant ou pareil, mais ils veulent avoir du temps. Et c'est vrai que pour moi, la journée idéale, elle est un peu comme ça. Et c'est ça qui est marrant, c'est que pour moi, c'est ça. Mais j'imagine pas une journée sans bosser, tu vois. Ouais, parce que quand tu kiffes ce que tu fais, bah... T'as pas l'impression de bosser au final. Bah non, puis quand tu bosses pas, t'es pas bien, tu vois. Bah ouais. Comme quand tu fais pas de sport, t'es pas bien et tout ça. Donc, on est à peu près à la même définition. Et c'est ça qui est marrant, c'est que souvent, bah, t'as le public qui te ressemble, tu vois. Donc toi, ta vie, elle ressemble à ça aujourd'hui ? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je bosse 4 heures par jour en effectif. Et tu vois, je me lève, je prends pas de petit-déj, je prends direct le chien, je vais dans la forêt, on va se promener pendant une grosse heure, tu vois. Après, je rentre, là, je taffe pendant 1h30, je vais au sport, très proche d'eux, tu vois. Ouais. Après l'après-midi, là, c'est là où, en général, je bosse un peu plus, je dois 3-4 heures, donc des fois, je bosse un peu plus que 4 heures, tu vois. Après, je fais soit 2 séances de sport selon la période de la saison, soit je fais d'autres trucs, soit ci, soit ça, tu vois. Mais t'as quand même toujours ton temps libre. Ouais. Bah, en fait, je m'organise comme je veux. Après, comme j'aime bien bosser, c'est vrai que... tu comptes pas ton temps. Si jamais tu dois bosser 6-7 heures, bah, tu vas bosser 6-7 heures. Ouais, si je bosse 12 heures aussi. Hein. Ouais, si c'est une période de rush où il faut avoiner ou quoi. Je suis capable, par contre, en fait, je m'adapte. C'est-à-dire que des fois, je peux pas beaucoup bosser. Mais par contre, quand il y a des grosses périodes, moi, je suis capable de bosser 16 heures par jour, tu vois, par contre. Okay. Et même les vacances, pas travailler, ça m'agace. Même en vacances, je suis obligé de faire un truc. Sinon, c'est le gros syndrome de tout entrepreneur qui se respecte. C'est quand t'as des vacances, t'as jamais de vacances en fait. Ouais, mais moi j'aime pas trop les vacances. Tu vois, je suis un peu pareil. Et pour avoir discuté avec pas mal de personnes, c'est un peu le mood qui se ressent aussi dans tout ça. Quand on kiffe réellement ce qu'on fait, on a ça en nous, ça se voit, ça se ressent, on le vit tous les jours. Ah ouais, non, c'est ça. Prendre des vacances, c'est un petit peu comme... c'est bien, tu vois, de temps en temps de souffler et tout pour pas partir en burn-out si jamais tu as des grosses périodes ou quoi, souffler ou quoi. Mais prendre des vacances, pour moi, je vois ça comme un petit peu je me sens coupable, tu vois.
d'abandonner un petit peu. Enfin, coupable, tu vois, c'est un grand mot, mais tu vois, j'abandonne un peu mon navire et puis je vais profiter. Okay. C'est marrant, ça. On a le droit de le faire, hein, forcément. On a le droit de souffler et tout ça, mais moi, les vacances, je le vois un petit peu comme ça, quoi. Ok. Moi, non, pas trop. C'est juste que je m'ennuie. En fait, je m'ennuie super vite. Ah ouais, donc, ok. Faut qu'il y ait des trucs à faire. Tu vois, moi, je sais que je suis tellement à fond, passionné, de ouf, que j'ai toujours la tête là-dedans. Ouais. Enfin, tous les gens qui me connaissent vraiment le savent. Je suis... C'est ma nature, quoi. Ouais. Après, ça, c'est aussi un élément qu'on retrouve chez les entrepreneurs. En général, c'est ça. Tu vois, si t'es pas passionné drivé par ça, c'est mort, quoi. C'est clair. Si tu prends ça comme un salariat, c'est mort. Non. Après, on est notre propre salarié au final, hein. Et notre propre patron aussi à la fois. Mais c'est tu vois, on joue sur les deux tableaux. On travaille, on vit pour nous-mêmes aussi. Ouais, mais c'est différent. Mais des fois, moi, en fait, les membres, enfin les futurs membres, quand ils me contactent, ou les personnes qui veulent rejoindre, tu sais, avec l'habitude, rien que les premiers mails, je sais si ça va le faire ou pas. Tu vois. Okay. Et souvent, on leur dit, les gars, c'est pas pour vous, c'est pas la peine. Tu vois. Je sais qu'ils vont nous casser les couilles parce que ils sont trop en mode salarié. Ils sont trop en mode, dans combien de temps je vais gagner ça, et ci et ça. Et vas-y, mec. D'accord. Tu vois, ils sont trop en mode. Ouais, non, puis même, ils sont trop en mode salarié. Tu vois, ça se voit, ça se sent. Et c'est très bien. Mais au bout d'un moment, il faut penser que ça sera toi le boss. Donc, si tu commences à poser des questions comme ça, tu vois, c'est bizarre. C'est clair. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que tu as des retours sur les ventes que génèrent les gens qui suivent tes formations ? C'est très variable. C'est-à-dire qu'il y a une stat qui me fait peur, c'est qu'il y a un mec sur 5 qui ne regarde pas une seule vidéo. Donc ça, c'est quand même dingue. Genre, ils prennent les formations et ils regardent pas les vidéos ? 18% qui lâche 2000 balles et il ne regarde pas une vidéo, quoi. Wow. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Ça, c'est la stat qui me fait le plus halluciner. Mais comment ça s'explique, du coup Parce que, alors j'en parle beaucoup avec mes collègues formateurs, tu vois, et ils me disent, mais des fois c'est pire que ça, hein, tu vois, c'est vraiment pire que ça, parce que nous on les relance, il y a quand même des accompagnements, mais les gens ils répondent pas, quoi. Moi je me rappelle une fois en 2019, je libère 5 places pour faire des coachings individuels pendant 3 mois. Donc en gros, je prends un mec de 0 et pendant 3 mois, on l'accompagne personnellement, plus la formation, sur le lancement de ses produits. Okay. Sur les 5, j'en ai 3, je n'ai jamais une nouvelle. Ils ont lâché 2500 €. Je n'ai jamais fait un coaching avec eux. Impossible à les joindre, impossible machin. Les mecs, ils m'ont fait 2500 balles, ils ont disparu. Les 2 autres, heureusement, j'en ai une avec qui on bosse, qui est devenu coach, et un autre, William, s'il regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou, et avec qui on est toujours en contact, etc., qui fait plusieurs millions depuis ce début, qui a investi dans l'IMO, dans la crypto, qui a son propre stockage, qui fait son propre truc, qui voilà, blam, tu vois. Donc je veux pas faire de stats et je peux pas faire le truc en mode tout le monde réussit. Tout le monde réussit pas déjà. Il faut s'en donner le moyen, c'est ce qu'on dit. Mais déjà, quand t'as un mec sur 5 qui ouvre pas une vidéo, bon bah voilà, lui il réussira jamais, tu vois. C'est chaud quand même, je pensais pas, tu vois. Quand tu prends une formation, la moindre des choses c'est de la suivre, même si ça te plaît pas derrière, au moins tu respectes le truc et même tu respectes ton propre engagement, c'est-à-dire que le mec il a payé, il respecte même pas ce qu'il a fait lui, quoi. Mais ça c'est en fait c'est pour ça que c'est important à préciser que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur parce que t'as beaucoup de collectionneurs de formation, t'as beaucoup de gens qui veulent rêver, t'as beaucoup de rêveurs, tu vois, mais vraiment des gens qui passent acteurs à l'action, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'au final, quand tu formes même 10 000 personnes, t'as pas 10 000 nouveaux concurrents, parce que tu vois, je te dis, t'as 2000 personnes, on va dire, qui ne sont jamais lancées. Derrière, t'as ceux qui ont regardé quelques pourcents de vidéos, mais au final, tu vois, sur 10 000, il n'y en a pas tant que ça qui vont au bout, quoi. Mais derrière, au début, j'étais très coupable de ça, en me disant, putain, mais qu'est-ce que j'ai foiré. Et au bout de 2-3 ans, je dis, mec... c'est pas ta responsabilité. C'est clair, les mecs ils font ce qu'ils veulent, hein, tu vas pas les relancer tous les jours. Surtout que nous, les programmes, il y a des accompagnements, mais laisse tomber. Il y a le groupe, les groupes privés, il y a les coachings individuels, il y a les coachings collectifs. Tous les 15 jours, dans le pire des cas, dans tous les 15 jours, il a une interaction avec nous. Sinon, il peut avoir une interaction toutes les minutes avec les groupes avec nous. Et on valide leurs idées, on a les machins, on valide les fiches maintenant. C'est un suivi, quoi. Ils ont les trappes, ils ont tout. Donc ils peuvent pas, tu vois, nous dire ça. Parce qu'en parallèle, tu as ce côté négatif, mais le côté positif, tu en as la première année, ils font 1 million, tu vois. Ou 300 000, ou 200 000, ou 400 000. Donc tu te dis, ils ont la même trame. Des fois, ils partent avec le même budget. T'en as avec 2500 balles, ils vont se transformer ça en 300 000 € de chiffre avec 25% de marge. Et t'en as, ils vont faire 0. Pourquoi ? Ça dépend du gars. Le gars, c'est très simple. Et si je te fais une comparaison, moi, je fais souvent cette comparaison parce qu'on parle de l'autoroute du kiff chez nous. Mais pour aller sur l'autoroute du kiff, tu vas faire quoi ? Tu dois aller dans ton garage. Ok ? Tu ouvres ton garage. Là, il faut ouvrir le garage. Il y a des gens, ils ouvriront jamais le garage. Tu vois ? Maintenant, moi, je leur donne une. Pour moi, c'est une Lamborghini ce que je leur donne. Mais t'as des mecs qui vont aller dans la Lambo, ils vont regarder, ils vont dire c'est joli, puis ils vont repartir. Tu vois. Ceux qui vont vraiment allumer, qui vont attendre que ça chauffe, donc le lancement, qui vont prendre des petites routes pour aller sur l'autoroute du kiff, il n'y en a pas tant que ça. Parce que les gens, et malheureusement c'est un peu l'effet Uber ou l'effet Amazon, ils veulent tout pour rien.
Ça veut dire qu'ils veulent la liberté financière maintenant et si possible sans travailler et sans mettre de budget et sans machin et sans prendre de risques. Mais mec... C'est surtout le maintenant aussi. Ils veulent leur retour sur investissement tout de suite. Genre, ils lâchent 2000 ou 2500 balles ou peu importe la somme et ils veulent le retour dans les 24 heures. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Ils sont pas compris, les types. Donc, c'est ça, tout ça, ça pose vraiment des problèmes. Donc maintenant, j'ai pris vraiment du recul là-dessus. On fait la meilleure offre possible. Il y en a qui font des millions. Donc, on sait que ça marche. Maintenant, c'est chacun son destin. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je peux pas être derrière eux. Parce que là, vu les accompagnements qu'on a, l'accompagnement supplémentaire, c'est je vais vivre chez eux. Hein. Je peux pas faire plus que maintenant, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais et même en vivant chez eux, je suis sûr qu'il y en a qui seraient capables de pas le faire, tu vois. Ils diraient il y a des gens qui sont comme ça, faut leur tenir la main et tout. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des gens qui sont faits pour ça, justement. C'est mort. En fait, c'est de la sélection naturelle. Hein. Ça trie les gens sur le tas, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté un peu chiant des fois des formations. C'est tu vois. Quand tu vends un produit sur Amazon, t'as pas ces trucs-là, tu vois. T'as pas ces trucs-là. Et c'est pour ça que l'information, il y a beaucoup, tu vois, ça fait quand même quelques années où c'est beaucoup à la mode, il y a beaucoup de formateurs. Ils pensent que c'est de l'argent facile. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec de la formation, ça c'est clair et net. Tu peux gagner de l'argent rapidement. Oui, non, parce que c'est pas si simple que ça. Même si avec des bonnes stratégies, tu peux gagner de l'argent quand même rapidement, mais pas facilement. L'argent n'est pas facile. L'argent facile n'existe pas. Non. L'argent facile n'existe pas et encore moins dans la formation. Et encore moins maintenant. Peut-être qu'il y a 5-6 ans. Parce qu'il y a plus de concurrence aujourd'hui. Il y a plus de concurrence, le niveau a grave monté, les gens sont plus éduqués, les gens connaissent ça. Plus exigeants. C'est fini, hein, toi, il y a 5-6 ans, tu faisais une formation en PDF et tout le bordel, c'était bon. Maintenant, tu vois le niveau. Il faut de la vidéo bien tournée, un niveau pro, une belle présentation. Il faut un niveau, comme le studio qu'on est en train de mettre en place ici, maintenant c'est quasiment devenu le standard, tu vois. Tu regardes les youtubeurs, même si c'est pas des formateurs, mais tu regardes les vidéos YouTube, t'as certains trucs, ça vaut des films. Hein. Enfin, c'est soigné de fou. Et les scripts et tout, et tu te dis, waouh, c'est fini, tu vois, les moments où c'était dégueulasse, comme il y a 5-6 ans sur YouTube et tout ça. Donc t'as ça, t'as toutes les compétences qui sont externes à ça, faire les tunnels, la pub, être un formateur. Tu peux être très bon vendeur et être un mauvais formateur, et tu peux être un formateur moyen et être un très bon formateur. C'est très différent, tu vois. C'est pas très bon vendeur, Tu peux être un vendeur moyen, tu vois, pas un bon vendeur, mais pas un tueur, mais t'es un très bon formateur, par contre. Ouais, c'est vrai. C'est pas les mêmes qualités, tu vois. Après, si t'es un très bon vendeur, un très bon formateur, c'est mieux. Mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais formateur, c'est un autre métier, tu vois. Donc les gens comprennent pas forcément ça, tu vois. Des fois, ils me disent, ouais, il y a des mecs qui font 100 millions, nanana. Ouais, mais mec, vas-y, va faire ce que je fais, va faire le nombre de vidéos face cam que je fais, etc., puis on en reparle. Et les mecs, ils seraient certainement pas forcément bons, tu vois. Ouais. Alors qu'un mec qui fait 300 000 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, et qui a 4-5 ans d'expérience, il peut être bon. Ça veut rien dire, quoi. C'est clair. C'est pas le même métier, quoi. Donc du coup, tu as tendu doucement la perche tout à l'heure en parlant de tes nouveaux bureaux. Ouais. On peut expliquer brièvement où est-ce qu'on est en ce moment? Où est-ce qu'on tourne ce podcast? Ouais, du coup, là, pendant quelques années, j'ai tourné chez moi. Donc, j'avais une pièce spécifique, etc. Donc, mon monteur gueulait parce qu'on avait un fond blanc tout le temps. Donc là, au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, 2023, on n'a pas été bon sur YouTube, vraiment. Pour des raisons, on va dire, plus intrinsèques, où j'en avais un peu marre d'Amazon. Donc, je suis un peu parti dans d'autres domaines, tu vois. Okay. Lifestyle, etc. Ça n'a pas beaucoup marché. Et là, on s'est dit, il faut qu'on revienne aux bases, mais il faut qu'on passe un step, tu vois. Donc comme maintenant, j'ai les expériences sur les investissements, je dis, bon, on va chercher des bureaux. Et donc, on a acheté ici, où on a cette partie ici. Donc, on a, je ne sais pas exactement combien de mètres carrés, donc on a deux parties. Moi, je dirais 15, 20. Une vingtaine de mètres carrés, je pense. Ouais. Une vingtaine de mètres carrés, qui est divisée en deux parties. Donc là, ici, ça sera la partie face cam. Donc, quand je fais des vidéos sur YouTube, etc. Donc là, tout n'est pas encore finalisé, mais bon, c'est quasi. Et d'autre côté, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment travaillé, c'est un travail podcast. Alors que nous, on aura aussi un podcast. On accueillera, comme toi tu fais, des personnes sur... On ne sait pas trop encore. Ça sera certainement un peu à l'improvisation, mais on va faire des trucs un peu sympas sur les entrepreneurs, un peu leur parcours. Et on n'a pas encore le format exact de ce qu'on va faire, mais en tout cas, on aura une partie podcast. Après, derrière, on a une partie bureau pour bosser ici. En bas, salle de sport. Et après, on a une partie bureau pour si on fait des coachings individuels ou des coachings collectifs. En présentiel, on pourra le faire ici. Ouais, c'est important le présentiel. Ouais, c'est important. Après, on verra. Parce que aujourd'hui, vous faites quand même principalement, je sais pas en termes de pourcentage, mais quasiment que de la formation en ligne. Ah, que de la ligne. Ouais, c'est 100% en ligne. Ouais, 100%. Et est-ce que ça ne développerait pas justement sur quelque chose en présentiel, ça, à la suite? Ouais. Après, ça serait une autre offre, tu vois, parce que ça serait une offre plus premium, parce que là, bien sûr. On a des trucs en tête depuis 2-3 ans.
Maintenant, il y a toujours une question de priorité, tu vois. C'est-à-dire que là, on n'avait pas le lieu. Là, on a le lieu. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir... Ça facilite la chose. Bah ouais, parce que sinon, tu vois, si on veut faire un truc chouette, tu dois louer à droite, à gauche, etc. Et on va pas proposer un truc à 6000 balles pour 2 jours, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi une question de rentabilité et une question de temps, surtout. Ouais, c'est clair. Parce que les gens voient toujours l'argent, mais moi, je vois le temps. C'est-à-dire que bloquer 3 jours... C'est beaucoup lié, au final. Ouais, mais moi, le temps est plus important. Il a toujours été plus important pour moi. Et même encore plus tu prends de l'âge, tu vois. Tu te bloques 3 jours, pour 6 ou 8 personnes, c'est intéressant, tu vois, mais si derrière, ça te fait pas gagner vraiment d'argent, c'est 3 jours, quoi, tu vois, c'est long, 3 jours. T'as l'impression d'avoir perdu ton temps, quoi. Bah ouais, et puis il faut sélectionner aussi des personnes qui soient vraiment déterminées, etc. Et puis le présentiel, c'est un autre délire, c'est pas tout le monde qui veut, tu vois, c'est vraiment pour les plus acharnés, quoi. C'est une autre offre, donc on réfléchit à ça, je pense qu'on le fera, mais on sait pas trop encore quel format, mais j'aimerais bien faire un format un peu fun, parce que je veux pas aussi, tu vois, moi j'ai envie de passer un bon moment. C'est-à-dire que moi j'aime bien déconner, tu vois, là encore ça va, on est assez, mais sinon en vrai je suis bien pire que ça. Ouais, c'est vrai. et l'idée c'est que si on arrive le vendredi soir et au dimanche et que les mecs ils veulent bosser, tu sais, genre PowerPoint pendant 2 jours, ça sera sans moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi ça va me faire chier. Parce que tu sais pas comment sont les gens au final. Mais après les gens ils te ressemblent. Moi je le vois quand on les voit tu sais, quand on fait des événements. Les mecs, ils sont quand même assez proches de toi, ils sont quand même dans la vanne et tout ça. Tu sais, de toute façon, d'un autre côté, je le dis souvent, et c'est ceux qui voient le podcast et qui disent ouais, j'aimerais bien me former avec lui. Si t'es en mode, t'aimes pas la vanne et que t'es trop carré, machin, viens pas chez nous. Tu vas péter un câble au bout de 2 jours, hein, parce que les vidéos, des fois il y a des vannes, des fois il y a des gros mots, des fois il y a c'est naturel. C'est naturel. C'est pas un truc chiadé avec ma petite chemise et ma petite machin où je te fais une présentation comme à l'école ou comme dans une entreprise. Hein, c'est pas comme ça. Au final, la valeur ajoutée est la même. Hein. Ouais, mais puis les gens ils kiffent, mais après soit t'aimes pas. Et en fait ça c'est aussi sur ceux qui veulent se lancer en tant que formateur, il faut que tu sois clivant. Si tu veux plaire à tout le monde, c'est mort, tu vois. Donc moi j'ai un peu perdu ça un moment d'ailleurs. C'est-à-dire que toi 2021 quand ça a bien marché, vraiment quand ça a commencé à vraiment bien marcher, j'ai voulu un peu lisser, genre tu sais quoi, je vais assurer, quoi. Et essayer de devenir une personne que t'es pas. Bah en fait je veux dire, je vais calmer un peu les vannes, je vais être un peu plus tu vois, je vais être un peu moins clivant, parce que au début j'étais bien clivant, c'est à dire que je leur disais clairement, je dis si c'est pas bon, cassez-vous, tu sais, je leur disais vraiment ça, etc., tu vois. Après j'ai un peu arrondi les angles en disant il faut assurer, tu sais, être un peu plus corporate. Mais en fait, ça a pas plus marché pour. Peut-être que tu te perdais dans ça aussi, t'étais moins naturel, ça se ressentait. Ouais, c'est pour ça. Donc en fait, il faut pas changer. Il faut pas changer, tu restes comme t'es. Ouais, c'est important. Et si les gens t'aiment pas, bah écoute, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, tu vas te former ailleurs et puis c'est comme tu dis, il y a d'autres formations, donc au pire, s'ils sont pas contents là. Tu fais ça, il y a d'autres styles, etc. Et puis moi, je veux des mecs qui adhèrent vraiment, tu sais, à l'état d'esprit aussi. Ouais, la mentalité, c'est nous, on a créé vraiment un truc où, tu vois, par exemple, les gens, quand je les vois en vrai, ils me disent ouais, je suis un phénix. Ils me disent pas je m'appelle Nicolas. Ouais. Ils me disent je suis un phénix. Et tu vois, on a ce côté très communautaire. D'accord. Et là maintenant, avec les nouveaux, surtout ici, les événements physiques qu'on fait, les masterminds ou les petits bootcamps qu'on va faire, on va essayer de renforcer ça que j'ai perdu un petit peu depuis cette année où j'étais un peu trop distant. Je fais beaucoup d'investissements, donc c'est vrai que j'étais un peu sur d'autres business, etc. C'est la vie, mais ça te permet aussi de te voir tes heures. Je dis, là, je me suis trop éloigné, j'étais pas assez présent, etc. Donc là, on a mis un groupe WhatsApp maintenant, en bonus. Là, le groupe WhatsApp, tu vois, c'est les mecs, ils nous ont dans leur poche, tu vois. Ok, donc, c'est clair. Là, on recrée cette proximité. On a les événements physiques, on fait une tournée en 2024, une tournée mindset. Donc, on prépare un stand-up, donc vraiment sur scène, etc. Donc là, les gens, ils sont comme des ouf. Ils disent, putain, c'est quand les trucs et tout. Donc, on va retourner vraiment sur le terrain, vraiment reconcentrer Amazon et affiliation, qui sont mes 2 business. Donc là, on relance des marques, on relance des sites, on se remet vraiment à fond dedans. Je regrette pas, tu vois, il me fallait une petite année un petit peu aussi pour te permettre de prendre du recul et savoir ce qui te plaît réellement, ce que tu veux faire. Et puis, c'est nécessaire, peut-être, dans un business. Non, puis de toute façon, quand tu le fais depuis 15 ans, au bout d'un moment, tu as besoin aussi de faire un peu autre chose, quoi. Ouais, de faire une mise à jour de ton mindset, de comment t'es à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, ça changera encore. Non, mais après, je ferai certainement pas de la formation toute ma vie non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, pour l'instant. Toi, t'es plus à faire au jour le jour, tu fonctionnes au feeling plus ou Ouais, quand même. Après, bon, il y a quand même une certaine. Une réflexion derrière, oui, ça c'est sûr. Tu vas pas. Après, les formations, je suis plus tout seul. Maintenant, j'ai Quentin, c'est un de mes associés avec qui je bosse beaucoup sur Amazon. Donc lui, je gère beaucoup l'opérationnel sur Amazon. Ouais. Moi, je gère pratiquement plus l'opérationnel maintenant, parce que en fait, j'ai pas le temps. Donc en fait, on va chercher ensemble les idées produits, voire des fois même pas. Moi, je vais valider les idées qu'il a, je vais donner mon avis, mais après, en fait, on a une équipe qui permet de tout gérer.
Donc le côté graphisme, on a tout ce qu'il faut. Okay. La partie fiche produit, c'est pareil. La partie pub, on a l'agence maintenant. Ouais. Donc moi, je m'occupe plus vraiment de l'opérationnel sur Amazon. J'essaye quand même de garder un lien parce que c'est quand même la formation. Mais c'est beaucoup Quentin qui s'occupe des formations Amazon parce que lui, il est à fond dedans H24. Tu vois. Okay. Maintenant, moi, comme je suis plus sur le côté stratégique sur Amazon, donc les bases, c'est toujours pareil. Mais après, les parties opérationnelles, c'est lui qui les gère. Et après, moi, je suis plus sur la partie affiliation. C'est vrai que là, en ce moment, depuis quelques années, on est beaucoup sur l'affiliation. Okay. Donc là, par contre, ça, c'est moi qui le gère, etc. Et puis après, pour les membres, quand ils sont en Phoenix, on parle aussi pas mal d'investissement. Parce que ça, c'est des choses qui intéressent beaucoup de gens. L'immobilier, la crypto, la bourse. D'accord, ok, ça se barre pas que dans... Enfin, c'est pas que Amazon, ça peut toucher quand t'es dans la communauté. Okay. Que oui, bien sûr. Là, c'est du bonus, quoi. Ouais, bah en fait, on fait des compléments là-dessus. Il y a des formations qui sont uniquement pour eux, etc. D'accord, ok. Pour histoire de compléter vraiment le côté... j'essaye d'avoir toutes les cartes en main, quoi. Donc du coup, là, on est dans ces beaux bureaux. Vous avez acheté cette année, c'est ça ? Ouais. J'ai acheté il y a 3 mois, là. 3-4 mois. 3-4 mois, donc c'est tout récent. J'imagine que tu vois un petit peu l'avenir ici ? Bah là, oui, vu qu'on a quand même fait pas mal d'investissements ici. Hein, donc clairement, podcast. Après, est-ce qu'on restera toujours sur Amazon, l'affiliation ? Franchement, je suis pas sûr, parce qu'on va peut-être pas faire ça pendant non plus encore 20 ans. Maintenant, c'est modulable, ça veut dire que là, ça reste... la partie vidéo, c'est une partie que je maîtrise bien, où je pense que je suis quand même bon. Donc, est-ce que je resterai dans ces deux domaines-là ? Je sais pas. Mais est-ce que je resterai dans la vidéo ? Certainement. Ok. Donc, la partie podcast ou même la partie ici, je partirai peut-être sur les investissements, je partirai peut-être sur le dev perso ou sur le développement pour les autres formateurs. Ça peut être des voies qui peuvent être dans le futur. D'accord. Okay. En tout cas, dans les prochains 3 ans, ça bougera pas. On restera sur Amazon et Affi. Mais après, peut-être dans 3-4 ans, on verra, quoi. Mais au moins, tu as la structure qui est prête pour tout, podcast aussi. Ouais, c'est ça, podcast. Puis après, potentiellement, tu vois, si jamais moi j'arrête, on pourra quand même, comme on a tout le matos, que les gens viennent ici pour louer et faire leur propre truc, tu vois. Ouais. Après, de toute façon, quand t'es entrepreneur, comme je l'ai dit, il faut s'adapter. Donc là, tu vois, la déco, ils peuvent enlever. Il y aura le Phoenix qui sera là, ils pourront mettre un autre truc ici, dégager les trucs. Il y a tout le setup. C'est modulable, ouais. C'est modulable. Après, la salle de sport, c'est même pareil. Hein, tu vois, je pourrais dire à des coachs de venir avec 1 ou 2 coachés, louer la salle. Enfin, tout est louable, en fait, tu vois. Puis même un coach qui veut faire des vidéos de présentation, parce qu'il y a tout le matos en haut, pour faire, je sais pas, de la promo pour son business de coaching aussi, tu vois, il y a 1001 idées à développer. Je suis pas très inquiet là-dessus, tu vois, il y a pas mal de trucs. Puis après, au pire du pire, tu sais, l'IMO, là, on peut revendre aussi, on peut faire autre chose. Ouais, bien sûr. Après, j'ai beaucoup investi. Ça, c'est important, c'est que en France, on investit beaucoup dans l'immobilier, mais pas forcément en crypto ou en bourse, tu vois. Ok. Et ça, toi, tu fais ça aussi en plus ? Ouais, beaucoup de bourse. Crypto ou bourse, les deux ? Ah, les deux. À 50-50 ? Quasiment, ouais. Okay. Donc j'ai investi beaucoup en crypto et en bourse. Et tu vois, comme je le disais, l'avenir aussi, et ça dépend beaucoup de ça. Mais cette année, pas tout à fait, mais l'année prochaine, normalement, vu que là, on va être en plein bull run 2024, je pense que je gagnerai plus de thunes avec mes investissements qu'avec mes business. Ok. Donc du coup, tu sais, ça pose aussi des trucs. Quand tu prends, si tu prends plusieurs millions sur des investissements, tu prends un peu de recul aussi de te dire, je vais vraiment faire uniquement ce que j'aime dans les business, tu vois, et on arrêtera peut-être certains trucs, on verra. Tu vois. Mais est-ce que le côté entrepreneur en toi se lassera pas de faire que de l'investissement sur Non, mais je ferai peut-être pas autant de trucs. Parce on a beaucoup de boîtes, etc. Ouais. Et peut-être que c'est beaucoup à gérer. Ouais, c'est beaucoup à gérer. Et puis des fois, tu te dis pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pas forcément. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, est-ce que tu te poses beaucoup de questions sur je pense que c'est important de se poser des questions, parce que c'est important quand même, tu vois. Ouais. Moi, je me remets beaucoup en question. Vraiment, tu vois, même cette année, il dit putain, pourquoi ça marche pas, remets beaucoup en question, etc. Je pense que ça, c'est une force, parce que sinon, tu te laisses trop aller. Si t'es trop sûr de toi, c'est là où à mon avis, c'est là où tu fonces trop dans le mur. Moi, je pense que j'ai beaucoup de confiance. C'est pas de la confiance en mode. J'entends confiance par excès de confiance, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je sais que, tu vois, quoi que je fasse... Il faut avoir confiance en soi, parce que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir une certaine forme de confiance en soi, sinon tu te lanceras jamais. Mais il faut pas non plus avoir trop de confiance pour se dire, ok, moi c'est ça, et parce que c'est moi, je vais aller là, et ce sera le bon chemin à suivre. Ça, c'est l'ego, ça, tu vois. C'est l'ego, après, c'est important d'en avoir aussi de l'ego, tu vois, mais ça, c'est très drôle. C'est un truc qui est marrant, c'est que tu vois ce que c'est la pyramide de Maslow. Surtout quand tu fais du business, il faut vraiment la comprendre, parce que les comportements des consommateurs, ils sont beaucoup basés là-dessus. Et tu as les besoins vraiment primaires, besoin de sécurité, appartenance. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, en fait. Et après, tu as l'estime et l'accomplissement.
Et en fait, tout est basé là-dessus. Et ça, c'est marrant parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dessus, surtout les formateurs. Quand ça commence à bien marcher dans la formation, j'ai eu besoin de l'appartenance, donc d'être reconnu comme un formateur. Donc ils avaient tous des Rolex, j'ai acheté une Rolex, d'ailleurs je la mets même plus, tu vois. J'avais la Rolex, donc j'ai fait une Rolex. Ils avaient tous des voitures de sport, j'ai acheté ma première voiture de sport, je voulais être dans l'appartenance. Et après ça a enchaîné sur l'estime, en disant, tu vois, moi pendant des années j'étais, on va dire, pauvre entre guillemets. Après je vivais bien avec le e-commerce, etc. Moi je gagnais 3-4 000 euros net par mois, donc c'est bien, mais t'es pas riche. Pour moi, à 3-4 000, t'es pas riche. Puis après, j'ai commencé à mettre la formation, tous les autres business, j'ai créé l'équipe, puis là, ça a commencé, tu vois, en l'espace de 2-3 ans, à vraiment décoller. Puis là, je passais vraiment un step, tu vois, mais un gros step. Et là, tu as besoin de l'estime, de dire, ouais, je vais te prouver que tu as réussi, tu vois. Ouais. Donc là, tu es dans l'estime. Et là, c'est là où tu es un connard. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais ça veut dire que là, tu veux prouver. Et je l'ai appris, et c'est pour ça que je le partage à ceux qui regardent ce podcast. Quand tu veux prouver aux autres, ou éclater un peu les autres, entre guillemets, ça te coûtera toujours cher. C'est parce que tu veux te le prouver à toi-même aussi. Tu veux te le prouver à toi-même, tu veux te le prouver. C'est que déjà, tu as encore des trucs à régler sur ton côté estime, etc. Ok, il n'y a pas de souci, mais ça te coûtera cher. Parce que tu vas acheter des trucs qui sont peut-être trop chers pour toi, qui ne sont pas forcément utiles, etc. Ouais, c'est là où tu te perds dans un... Tu peux perdre beaucoup de thunes. Moi, la première caisse, elle m'a fait kiffer. J'ai acheté une 911, une Porsche 911. Après, j'ai acheté une Huracan Performante, Lamborghini. Il coûtait une blinde, tu vois. Et je ne suis pas un passionné de caisse. Tu as une voiture comme ça, tu es un passionné. Je n'ai pas été un passionné, je l'ai revendu. C'était ce sentiment d'appartenance que tu voulais avoir. L'estime, non, c'était vraiment l'estime. Là, c'était l'estime, ok. Après, j'en ai une deuxième, après, j'en ai une troisième, tu vois. Et à chaque fois, je les revendais au bout de 3-6 mois parce qu'on me dit, putain, mais en fait, ça me fait pas kiffer plus que ça. Ça t'apporte quoi? C'est ça. Ça me fait kiffer vite fait, mais je dis, putain, ça me coûte une blinde. Et voilà. Et à chaque fois, je les vendais. Jusqu'au passage, et je pense que là, je suis dedans depuis quelques mois, l'accomplissement. C'est-à-dire qu'en mode, tu n'as plus rien à prouver. C'est-à-dire que tu as passé ce cap-là et tu te dis, j'ai plus rien à me prouver à moi-même, entre guillemets, tu vois. Et je suis dans l'accomplissement. Et là, c'est le truc final, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, t'as pas besoin de tous ces trucs-là, tu vois. Donc, je suis en train de revendre tous les trucs qui servent à rien. Ouais, il faut y passer pour s'en rendre compte. C'est ça. Prendre conscience de ça. Et après, toi, t'en as plus rien à carrer, quoi. Ouais. Et ça veut dire qu'en gros, tu t'en fous de pas avoir une montre à 20 000 boules. Tu vois, regarde, j'ai ma Garmin, je suis trop content, je préfère celle-ci à ça. J'ai revendu les caisses, j'ai revendu des trucs parce qu'en fait, j'ai plus rien à prouver. Donc, je m'en fous, tu vois. Et pour moi, j'ai atteint le niveau que je voulais. Évidemment, je dis pas qu'il faut arrêter, tu vois, je développe, mais j'ai plus rien à prouver aux autres. Et ça, c'est important. Ouais. Mais après, t'as eu besoin de ça aussi pour t'en rendre compte sur toi. C'est des étapes, de toute façon, tu fais pas sécurité, accomplissement, ça n'existe pas. T'es obligé de passer par ça. Mais quand t'as la pyramide Maslow, tu retournes en fait dans peut-être à l'accomplissement. Une fois que t'es dedans, on verra, mais je pense que t'as toujours besoin d'estime. Selon ton environnement, il y a des moments où t'auras besoin de l'estime des autres, t'auras besoin de l'appartenance. Tu vois, moi, maintenant, je fais des Spartans, j'ai fait un Ironman, j'ai les Phoenix. J'ai une appartenance dans plusieurs groupes. Tu vois, là, il y a le truc de la Spartan qui est à côté de mon livre. Ouais. Moi, je suis un Spartiate, tu vois, dans ma tête. D'ailleurs, j'ai un tatouage dans le dos que j'avais fait avant même ça parce que j'étais déjà dans ma tête un Spartiate. Ok, d'accord. Je suis un Phoenix, je l'ai sur mon bras. Et toi, j'ai aussi fait un Ironman, donc je suis aussi un Ironman. Donc, je suis dans différentes communautés. Et les gens aussi, en appartenance, on est dans plein de communautés différentes, tu vois. Et ça, c'est OK. Mais on a plein de sous-catégories comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et après, l'estime, on a toujours besoin, tu vois. Mais après, quand tu as passé l'accomplissement, t'es pas en recherche d'estime tout le temps à faire des trucs, machin, tu vois. Ouais, parce que tu sais, t'es déjà passé par là, en fait. Ouais, t'es déjà passé par là. T'as ce recul nécessaire, en fait, qui fait que tu te dis, ah ouais, mais non, en fait, j'ai vécu cette période-là. Et t'es obligé de l'avoir. Ouais, t'es obligé de l'avoir, parce que... Et c'est ce que je vous souhaite, hein. C'est ce que je vous souhaite. Si ça marche bien pour vous, vous aurez ce passage-là un petit peu en estime. Vous serez peut-être un petit peu con, mais ça peut durer plus ou moins longtemps. Moi, heureusement, ça n'a pas duré très très longtemps, tu vois. Mais c'est vrai qu'en 2019-2020, quand je commençais à vraiment bien marcher, tu vois, des fois j'allais dans des événements, les gens me reconnaissaient pas et j'étais un peu vexé en me disant putain, ils me reconnaissent pas. Genre, j'étais un peu en mode mec, tu vois. Okay. Putain, j'ai 60 000 mecs qui me suivent sur YouTube. Tu sais, j'ai l'impression que j'étais je sais pas. J'étais Leonardo DiCaprio, tu vois. Ouais, ok. Et alors que maintenant, j'en ai plus rien à carrer. Alors vraiment, tu vois, même limite, des fois, quand je vais dans des événements, tu sais, les gens ils sont intimidés. Je fais, ah, mais tu peux me tutoyer, vas-y, c'est bon. J'ai pas inventé un remède pour le cancer, hein, tu vois, contre le cancer, hein, je m'en fous, tu vois. Et tu prends vraiment ce recul-là de se dire, c'est pas important ce qu'on fait. C'est moi, j'apporte mes connaissances, mes compétences, et je prends quand même du recul là-dessus aussi, tu vois. Ouais, c'est important. Et ça, c'est peut-être un autre conseil. Alors, c'est beaucoup de conseils pour les formateurs, pour le coup, mais
quand t'es formateur, moi, mais ça peut être applicable aussi dans beaucoup de situations. Je pense que toi, tu vas donner des conseils ciblés chez des personnes, mais les personnes qui vont regarder ou écouter ce podcast vont l'assimiler à leur propre vécu. Donc, pour le coup, peut-être... c'est peut-être pas que pour les formateurs, en fait. Ça s'adresse à beaucoup de personnes, ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça peut être un dernier bon conseil, un dernier bon recul. Moi, j'ai un point faible, entre guillemets, c'est que c'est vrai que je fais très gaffe aux critiques. Et c'est vrai que les critiques, elles me touchent beaucoup. C'est pour ça que maintenant, on a mis en place des systèmes où moi, je vois pas les commentaires. Je vois 0 commentaire parce que ça m'impacte trop, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et heureusement, on n'en a pas beaucoup, tu vois, des commentaires négatifs, mais ils se foutent de ma gueule dans l'équipe. Parce que je les vois rigoler, mais parce que quand on a des négatifs et que moi ça m'impacte, et ils se foutent de ma gueule en me disant mais t'as un négatif sur 300 toi, positifs, tu retiens que le négatif. Et je retiens que le négatif, tu vois. Et du coup maintenant je prends vraiment du recul là-dessus. Okay. Et le conseil, c'est que n'importe quel business que tu fais, prends du recul et kiffe un peu les 4 piliers. Les 4 piliers de la vie, c'est quoi? C'est le business, ok, la famille, la santé et la spiritualité. Et le fait d'avoir un peu un pied dans les 4, ça te permet de savoir si t'as une merde au niveau du taf, tu vois, tu coules pas complet, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même famille, les 3 autres socles qui sont là pour te soulever. Ça. Et ça, c'est un élément important et ça te permet de dédramatiser, tu vois. Tu te dis, t'as un mec, surtout que derrière, en général, les mecs qui laissent des commentaires négatifs, c'est les gars qui n'ont pas suivi la formation, ou alors qui n'ont pas fait ci, des jaloux ou des rageux. Et ça n'est jamais arrivé en 5 ans, tu vois. Qu'un mec qui a suivi toute la formation, qui a lancé tous les trucs, qui s'est planté, qui a laissé un avis négatif. C'est jamais arrivé. C'est toujours un mec qui a jamais rien suivi, qui a fait n'importe quoi, qui... tu vois. Ça veut dire que tu viens de répondre toi-même à ta propre question, ce qui fait que, au final, si tu réfléchis 2 secondes, le commentaire négatif, il est pas si important que ça, au final. Non, mais il est pas important, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, et c'est chacun, tu vois, le voit comme il est, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un élément, toi, c'est vraiment un élément très psychologique. Ça fait mal, hein. T'es pas préparé en fait à recevoir un commentaire négatif. Toi, tu fais quelque chose pour justement aider les gens, aider à ce qu'ils s'en sortent, à développer leur business et tout ça. Donc forcément, c'est que du positif pour eux. Donc indirectement, c'est positif pour toi aussi. Ouais, alors là, on va pas rentrer en détail, parce qu'après, ça, c'est sur le pilier spiritualité, ça dépend de ta blessure de l'âme, en fait. On va pas rentrer là-dedans, mais ça dépend de ta blessure de l'âme. Et moi, j'ai les deux, j'ai la trahison en principal et la deuxième en injustice. Donc en fait, quand t'as les deux là, les commentaires négatifs, tu vois, t'as ce côté... Il faut ressortir beaucoup de choses. Trahison en disant, putain, mais tu nous as rejoint, tu me trahis, genre commentaire négatif, et t'as l'injustice. Parce qu'en général, tu vas voir qui c'est, et que le mec, il a fait de la merde, et tu te dis, putain, tu laisses un commentaire négatif. Donc en fait, ça dépend beaucoup de ton, pas justifié. de ton truc psychologique, tu vois, et de ton passé. Bon, ça, c'est le truc spiritualité, mais c'est quand même important, je pense, tu vois, de comprendre ça. Ouais, carrément. Mais là, on va faire un podcast de 4 heures, donc ça va s'arrêter pour une prochaine. Olivier, merci beaucoup. De rien. Merci, Nico. Allez. Abonnez-vous, pensez à noter ce podcast, c'est hyper important pour le référencement. Likez si vous êtes sur YouTube, partagez ça sur TikTok, un petit peu partout. Moi, je suis présent partout, il n'y a pas de souci. Encore un grand merci à toi, Olivier. Merci et puis, on se voit au prochain épisode. Salut. Allez, ciao.